bonsoir à tous. Le dernier, c'est parti. Donc, on vous accueille ce soir dans le cadre de l'antenne lyonnaise d'une assos qui s'appelle Generative AI France. C'est une association qui a été montée il y a 2 ans et demi maintenant. Le but, c'est vraiment de promouvoir l'IA générative, animée. Elle a commencé à Paris avec beaucoup de meet-up, beaucoup d'activités naturellement sur Paris sur ces sujets-là. Et elle a commencé à essaimer un petit peu partout. Il y a pas mal, il y en a à Rennes, il y en a à Nantes, il y en a même à Genève. Enfin, à essaimer. Et c'est vrai que nous, ça fait pratiquement plus d'1 an maintenant qu'on essaye d'animer, donc avec Pauline qui est là, avec Marc qui vous a accueilli en bas aussi. Bon, on essaye d'animer cette communauté. On essaye de faire un événement. Là, l'an dernier, on en a fait un tous les 2 mois. On va voir si on a à la fois le contenu, à la fois l'énergie aussi, peut-être augmenter un petit peu, d'en faire tous les mois. On est toujours à la recherche de contenu, de speakers. On est à la recherche aussi de salles qui peuvent nous accueillir, un peu comme aujourd'hui. On est à la recherche aussi de structures qui veulent aussi sponsoriser les événements pour avoir une petite collation apéro après derrière. En tout cas, si vous avez la moindre idée, envie ou contact à mettre, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà. On a basculé, pour ceux qui avaient déjà fait des événements avec nous, on a basculé, on gérait tous les événements sur Eventbrite, qui est une vraie plaie à gérer. On a basculé sur Luma. Je vous conseille vous êtes déjà inscrit, donc vous avez déjà un compte Luma, de vous abonner en fait à la page. Comme ça, vous aurez, dès qu'on publie nouveaux événements, vous aurez accès directement au nouveau contenu. Je vais peut-être laisser un petit peu la parole à JS pour vous présenter un petit peu l'école qui nous accueille ce soir. Bonsoir à toutes et tous et merci d'être là. Vous êtes dans un campus qui est tout neuf, qui s'appelle Nuance. Par les temps qui courent, avoir un peu de nuance dans un monde polarisé, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc c'est un peu ce qu'on essaye de faire ici. Ce campus accueille plusieurs écoles. Là, vous êtes dans un bâtiment qui est pratiquement entièrement dédié à Bellecour École, qui est une école qui travaille sur les questions de l'art et du design. Et de l'autre côté, on a des écoles qui sont un peu plus orientées business, des écoles qui vont former au droit, au métier du sport, au luxe, aux métiers de la comptabilité, du notariat, et notamment une école sur laquelle moi je suis référent pédagogique et bizarrement référent IA, puisqu'on est on a un lab IA qui s'est monté et on essaye d'intégrer l'IA dans les parcours. Pourquoi je vous parle ce soir? Parce que Digital Campus, on va travailler plutôt sur les métiers du marketing, du design digital. Évidemment, on est en train de faire rentrer de la GenAI dans tous les cours. On est en train de former tous les enseignants. C'est moi qui m'y coltine. Donc moi, à côté de ça, j'ai des activités de conseil. On a besoin de faire vivre nos étudiants. C'est-à-dire que si vous avez besoin de stagiaires, d'alternants déjà, n'hésitez pas à me contacter en passant par Xavier, parce qu'on a des personnes de grande qualité. Et en fait, comme vous êtes ici dans le contexte de la GenAI, s'ils arrivent à intégrer des entreprises qui sont en train ou qui veulent intégrer la GenAI ou qui sont capables de les former dessus, on sait pertinemment que demain, ce sera des compétences qui seront ultra importantes pour eux. À côté de ça, on a aussi des dispositifs qui peuvent vous intéresser, des dispositifs comme des hackathons, des dispositifs comme des sujets réels pour certains cours. Donc, si vous avez des projets dans les tiroirs qui vont concerner justement le marketing, la DA, potentiellement des sujets où vous voulez mêler de la GenAI là-dedans, on a un lab IA aussi de l'autre côté, si vous voulez faire travailler des étudiants sur certains sujets et que vous avez peu ou pas de pognon pour le faire, et bien en fait, moi j'ai peut-être des solutions pour vous. Évidemment, les étudiants, ce ne sont pas des esclaves, hein, donc ça veut dire que le but, c'est un but pédagogique et c'est un but pour les faire monter en puissance. Et donc, ils ne sont pas au niveau de ce que vous trouveriez sur des entreprises avec des gens seniors ou déjà formés. Mais l'avantage, c'est qu'ils sont très créatifs et qu'en général, ça vous permet, vous, de vous aérer et d'avoir des gens qui réfléchissent un peu en dehors du out of the box, pour dire quand on est dans les startups. Donc voilà, avec grand plaisir si vous avez besoin sur ces sujets, et on est très heureux de vous accueillir ici. Le but, c'est de faire vivre ce campus, d'avoir des événements comme celui qu'on fait ce soir, de manière à avoir un maximum de visibilité et que ce campus rayonne sur Lyon.
Merci beaucoup d'être là. Merci Xavier d'être là. Et puis, merci de nous accueillir. Question juste un petit peu de logistique. On doit avoir tous quitté les lieux pour 21h. On a prévu à côté, on va aller sûrement, pour ceux qui souhaitent, prolonger vers Confluence, là, pas dans le centre commercial, mais sur la place qui est en face. On a réservé quelques places dans un bar où on pourra boire un coup et ou manger un petit peu si vous voulez. Donc n'hésitez pas à suivre après si vous voulez un petit peu prolonger ça. Je profite, je voulais en parler à la fin, mais je vais obligatoirement les oublier. Un peu des annonces de service. J'anime aussi une communauté sur Lyon avec plusieurs qui sont les CTO de Lyon. On s'est réunis à midi là justement avec des événements là un peu plus réguliers tous les mois. Si vous êtes CTO ou au moins lead à gérer des équipes et tout ça, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est des événements un petit peu avec des déjeuners, des événements les soirs, des after-work. Ça fait pratiquement 2 ans qu'on fait ça. On arrive à avoir un événement tous les mois. C'est aussi un lieu d'échange sur des sujets. Donc c'est vrai qu'à midi, on a aussi beaucoup parlé IA. Ça foisonne aussi en ce moment-là. Donc voilà, autre chose. Et enfin, le dernier aussi... j'interviens aussi sur l'organisation d'un événement qu'on vient de lancer qui s'appelle TechWork. Pour ceux qui connaissaient, il y a 2 ans, on l'avait appelé Tech and Wine, qui avait été fait au château de Montchat. Là, on le relance, c'est le 18 juin. On a un appel à conférenciers qui est ouvert là. On a les billets qui sont là. On valide un peu on sera sûrement à l'UCLI, là, à Perrache. On a validé les salles, on attend vraiment le dernier go pour faire ça, mais vous pouvez déjà réserver les places. Allez hop, on est parti. Hop. Et hop. Donc je suis venu ce soir vous présenter, vous parler un petit peu d'un faire un retour d'expérience de ce qu'on a, de ce qui s'est passé durant les derniers mois dans notre quotidien et de l'impact finalement de la GenAI sur notre quotidien. Je vais vous donner un peu de contexte. Donc, Elao, c'est une agence web lyonnaise. On est 13 personnes, ça fait 20 ans. On a fêté nos 20 ans l'an dernier, donc ça fait un peu plus de 20 ans qu'on existe. On a un gros ADN de partage sur la qualité aussi des produits qu'on fait. On fait principalement des applicatifs métiers. Vous allez voir, c'est important pour la suite, et mobile et sur mesure. Souvent critique, je m'entends, c'est qu'on fait souvent, nous, les usines de nos clients là-dessus, donc avec aussi des engagements et autres. Enfin, on a des applis sur lesquelles on doit faire attention. On a construit, tout au long de ces années-là, une vraie culture du craft, de l'ingénierie logicielle, qui s'est construite, qui s'est partagée tout au long des projets et de l'apprentissage qu'on avait sur les équipes. Et surtout, cette culture-là, elle est vraiment appliquée, elle est commune à peu près à tous les projets qu'on maintient et qu'on anime. Et ça aussi, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez important dans la capacité qu'on a eue à avancer là-dessus, parce qu'on avait quand même un socle qui nous a permis, socle qui était au-delà de la technique pure, de l'outil pur, mais un socle qui nous a permis d'avancer assez rapidement dans ce que je vais vous présenter. Les applis qu'on fait, par leur criticité, et puis par ce qu'on aime faire aussi sur les applis, on avait des vrais patterns d'architecture, on mettait des applis qui sont là pour durer, qui sont là pour évoluer, et qui sont là surtout pour être robustes en production. La posture qu'on a et la chance qu'on a au sein de l'équipe, c'est qu'au final, l'essentiel de l'équipe ont vraiment plus un état d'esprit et un quotidien de concepteurs qui développent aussi derrière. C'est-à-dire que nous, les équipes sont en contact et sont en prise directe avec les clients. Notre objectif, c'est de trouver des solutions à des besoins. Et donc, c'est ces mêmes personnes qui discutent, qui proposent, qui conçoivent et qui développent les solutions pour nos clients. On a un seul métier.
On est quand même très très tech là-dedans, on n'a pas de métier, ni market, ni com et tout ça, ni même du UX, ça commence à monter, mais on est avant tout des développeurs et des concepteurs. J'ai oublié de le préciser au début, je vais aborder pas mal de sujets, je pense que ça peut être... J'aimerais qu'il y ait peut-être des questions au fil de l'eau. Alors n'hésitez pas à poser des questions, plutôt que toutes les avoir à la fin. Donc je vais essayer de faire des pauses et de proposer, mais surtout n'hésitez pas, parce que je pense que ça sera plus naturel de pouvoir réagir sur le sujet qui est abordé. Juste JS, peut-être l'autre micro, il est où? Parce que si celui-là est caout. Non, mais celui-là, il n'y a plus de pile. Non, ok. On croise les doigts? Croisons les doigts. Ok. Donc, un problème historique, quelque chose qui, on n'a jamais réussi trop à craquer. Vous allez voir, c'est un peu le fil conducteur de ce qu'on a engagé. Les specs. Quand je parle de specs fonctionnels, de specs techniques aussi à côté. On a toujours eu des specs à jour et qui étaient formalisés, qui étaient OK sur la phase de build, parce que on construit à ce moment-là, c'est le point de départ finalement du développement. Ça c'est bon. Par contre, très régulièrement, systématiquement, dès qu'on rentre dans la phase de run, nous, il faut savoir aussi qu'on est aussi en mode agence. Donc l'équation qu'on a, c'est budget client, effort, valeur, où on met l'effort. Et nous, systématiquement, les specs dans les phases de run, ça ne devient plus la priorité. Et ce qui fait qu'on ne les met plus à jour. Et à partir du moment où elles sont plus à jour, on n'a plus confiance. Donc c'est comme si on avait tout ce qu'on avait fait avant, on peut le jeter parce qu'on ne sait pas si c'est à jour ou pas. Et surtout que dès qu'on arrive à ce moment-là, c'est le code qui fait foi. Quand on a une question, quand on ne sait pas comment l'applicatif se comporte et tout ça, c'est le code qui sera là. Le code est documenté, mais il n'empêche que c'est lui qui est la source de vérité. Et de ce fait, tout repose sur l'équipe. Dès qu'il y a une interrogation, la charge de savoir comment ça fonctionne, c'est l'équipe qui l'a, c'est l'équipe technique qui l'a, c'est les devs qui l'ont derrière pour être maître en fait des applications qu'on développe. Je n'ai pas précisé, mais les applications, un peu pour vous donner une idée un petit peu de taille et tout ça, on développe des applications sur la phase de build qui sont entre 100 et 200 jours homme. C'est une équipe de 2-3 devs pendant 3 à 6 mois, en règle générale. Donc c'est des applications métiers qui sont aussi assez conséquentes et donc qui ont des logiques et des besoins assez profonds. En 20 ans, on n'a jamais réussi à craquer le truc. On a essayé plein de choses, on a même eu des clients qui avaient accès au GitHub, qui éditaient en Markdown les specs qu'on essayait de mettre dessus, mais on n'a jamais réussi à le maintenir dans le temps. On a essayé plein de choses, et au final, c'était OK, parce que quand on voit le ratio effort-valeur, de maintenir ça dans le contexte qu'on a de projets qui ne sont pas non plus des projets produits, en fait. C'est des projets, des fois, qui ont une phase d'activité assez forte sur la phase de dev, mais qui, après, peuvent être assez light. Et oui, le coût pour maintenir ces specs-là, il est hyper important. Et souvent même plus important que les petites modifs qu'on va en faire pour faire évoluer le produit. Et c'était OK, en fait. On a essayé, on a accepté, ça marche bien, c'est juste que ce n'est pas ce qui est plus efficace. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Un peu comme tout le monde, nous, l'IA, la data, on la voyait, on manipule la data. Si on résume, quand je résume souvent, la manière atomique de notre activité, c'est on prend la donnée quelque part, on la transforme, on va la mettre quelque part d'autre. Voilà. Donc la data, on la manipule, on la transforme. Par contre, la data en mode IA, on la voyait passer, c'était intéressant, on n'a jamais eu ni l'occasion, ni le fait de pouvoir rentrer dedans, de pouvoir s'approprier ou d'avoir des opportunités pour y rentrer. Novembre 2022, ChatGPT sort et met à disposition de l'usage. Et on se rend compte que ça rend accessible quelque chose qu'on ne pensait pas aussi large, aussi impactant finalement dans le quotidien. Et
très rapidement derrière, on a eu accès aux API pour se dire, nous, en tant que concepteurs, développeurs, en plus de l'utiliser, on a moyen d'aller un petit peu jouer avec, en fait. Et d'aller au-delà, finalement, d'un usage pur dédié de chat, mais de se l'approprier et de voir ce qu'on peut en faire derrière. Au début de ça, on a commencé, nous, à monter un projet interne qui est une plateforme d'assistants. Pourquoi ? Parce qu'on avait besoin... On commence à avoir besoin de commencer à structurer les interactions qu'on avait, éviter de rappeler le contexte à chaque fois, éviter d'avoir des copier-coller de prompts de tous les côtés. Donc déjà ça, dans notre usage, on en avait besoin. Et en plus, on s'est dit, on va commencer à construire une plateforme, et on a embarqué quelques clients dessus pour... c'était des assistants, on pouvait les configurer, on les rendait accessibles finalement à certains utilisateurs qui ne savaient même pas des fois qu'il y avait l'IA derrière. Et donc, en fait, avec ça, on a commencé, nous, à soulever le capot, à se dire, c'est autre chose qu'un usage de ChatGPT, mais surtout, on se dit, on commençait à utiliser les API, on commençait à se dire comment je peux appeler comment j'intègre du contenu qui a du sens pour qu'il puisse être utilisé. Et donc, on commençait, nous, à l'utiliser dans nos usages un petit peu périphériques, de la synthèse, de la transcription, de tous les ateliers, de l'analyse, ou même en avant-vente pour structurer, répondre à des besoins et des cahiers des charges. Et on s'est vite rendu compte que ce qui fait la différence, c'est pas tant le prompt magique des prompt engineers, qui était un métier qui a été très éphémère, mais c'était avant tout le contexte. Qu'est-ce qu'on lui donnait comme bonne information pour être capable qu'il ait les bonnes infos pour répondre correctement. Lors de cette phase de construction-là, donc finalement assez récemment, début 2025, on a commencé aussi à jouer avec les plateformes qui vont un step plus loin, comme Lovable ou Bolt, qui sont des plateformes où on commence à discuter avec pour construire des applications. Et là, il y a un petit peu, moi je me suis mieux utilisé, ça fait... Je suis dev, je suis tech, ça faisait 10 ans que je ne touchais plus au code. C'était un peu Keanu Reeves dans Matrix, wow, I know TypeScript, j'avais jamais fait de React, j'avais jamais fait je voyais l'équipe qui le faisait, c'était notre stack, mais je n'avais jamais fait le pas, j'avais jamais eu besoin. Et tout d'un coup, je suis capable, avec mon recul et autres, de produire de la valeur. Et de produire de la valeur avec une boucle de feedback vraiment rapide, sur laquelle je ne m'y attendais pas, en fait. Et ces plateformes-là, elles sont là pour ça, en fait. Très vite, juste avec ce qu'on veut, ce qu'on sait et là où on veut aller, on est capable de produire de la valeur, on est capable de faire des applications. Mais elles ont leurs limites aussi. C'est-à-dire que le code qui est généré, on n'a pas la maîtrise du code qui est généré. Si on n'a pas la maîtrise, la maintenabilité est plutôt compliquée aussi à gérer. Et on a aussi une certaine dépendance à ces plateformes-là. Puis au final, nous, on était dev, on est des techs, on manipule du code, donc on a besoin d'avoir accès à ça. Alors, certaines plateformes comme Lovable, on peut commencer sur la plateforme, modifier le code et travailler comme ça en sandbox. Mais moi, ça m'est arrivé, il y a des moments dans Lovable, je lui demandais quelque chose et il s'était mis en vrac. Et sans passer par le code, on était incapable de récupérer un projet. Ça a pas mal changé, ils ont beaucoup évolué ces plateformes-là. Et donc, comment on est capable de pouvoir utiliser finalement ce qui nous mettait à disposition, la capacité d'expérimenter, d'essayer, tout en essayant de garantir finalement ce qu'on faisait depuis des années et 20 ans. On a envie de c'est quelque chose qu'on veut garder la maîtrise et on veut l'amener un peu plus loin. Au même moment, plutôt mi-2025, commence à arriver quelque chose qui s'appelle maintenant Spec Driven Development. À l'époque, il n'y avait même pas encore le nom qui était posé. C'était, en utilisant les outils d'IA, être capable de se dire je vais développer par les specs, en fait. Comment formaliser mon besoin pour être capable de guider la génération de code par rapport à ça. Maintenant, il y a plein alors, on a commencé quelque chose qui s'appelle BIMAD. C'est quelqu'un qui avait commencé à sortir sa méthodo, sa plateforme, ses assistants, orientés autour de Claude Code. Et c'est quand on a commencé un petit peu, nous, à jouer avec ça, qu'on a vu un petit peu, un peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on était capable de pouvoir avoir quelque chose un peu avec cette vélocité, pouvoir cadrer,
Et en plus, quelque chose qui est arrivé, et je vais venir, c'est que ces specs-là, c'est un peu la documentation qu'on n'a jamais réussi à maintenir et tout ça derrière. Et ça fait un petit déclic en disant, on a un petit peu toutes les pièces du puzzle qui commencent à se mettre en place. Alors à un rythme qui change toutes les semaines, donc difficile à le maintenir, le puzzle. Mais en tout cas, on a commencé à se dire, ouais, là enfin, on a un terrain de jeu sur lequel on va pouvoir un petit peu évoluer par rapport à ce qu'on est. J'ai oublié avant, est-ce qu'il y a des questions? Ouais, donc je continue. N'hésitez vraiment pas à les poser au fil de l'eau. Et donc là, à partir de l'été, on a décidé avec Maxime, un de mes lead dev, de se dire on y va. C'est-à-dire que pour se dire on y va, c'est pas juste on l'utilise, c'est que qu'est-ce que maintenant, avec un peu toutes ces briques-là, qu'est-ce qu'on a besoin pour essayer de l'amener là où on aimerait qu'il soit pour notre quotidien. Et c'est passé par une phase assez longue de restructurer un petit peu toute la connaissance qu'on avait, qu'elle soit technique, qu'elle soit sur les bonnes pratiques, qu'elle soit sur la façon d'utiliser ça. On a tout écrit, tout formalisé, et on a commencé à se dire, une fois qu'on a ça, comment on est capable de pouvoir l'utiliser pour amener l'IA. Donc, le stack qu'on a, c'est du Claude Code, en fait. C'est l'orchestrateur qui va gérer tout ça. Comment on est capable de lui donner ce qu'il faut pour qu'il nous génère ce qu'il faut. Quand j'entends dire que l'IA génère n'importe quoi en étant poli, en fait, elle génère n'importe quoi parce elle génère ce qu'on lui demande de générer au final. On est capable de lui faire générer là où on veut l'amener. C'est possible. Il y a toujours l'incertitude d'un outil de base qui est non déterministe et qui peut ne pas générer la même chose à chaque fois. Mais in fine, on est capable de le cadrer, on est capable de l'amener là où on veut l'amener derrière. Et c'est ça qui est le plus important. Et donc, en même temps, on s'est approprié l'orchestrateur, l'outil qui va nous permettre de mettre en œuvre tout ça. Donc de pouvoir structurer à la fois les interactions, mais aussi la gestion de la connaissance nécessaire pour pouvoir exploiter et l'utiliser au bon moment. On est rentré aussi un peu plus loin techniquement dans comment était fait le framework de spec des développement, parce qu'il était fait pour être générique, il couvrait plein de cas, on n'avait pas besoin de tous ces cas-là, donc nous on est allé chercher, s'inspirer de petits points pour limiter le côté très large et très vaste de ça, pour se l'approprier en tant que tel. Et en se l'appropriant, en décortiquant ça, et en plus on se l'a approprié avec ce qu'on était déjà en fait, ce qu'on faisait déjà, dans notre quotidien quand on essayait de trouver des solutions à des besoins de clients. Et en fait, on est arrivé à un moment, fin de l'été, où c'était OK en fait. On arrivait à avoir un début de workflow qui correspondait à ce qu'on projetait, qui craquait certains sujets qu'on n'était jamais arrivé à craquer, et qui en plus générait du code comme on le voulait en fait. Il y avait des deltas, mais en tout cas, ça, on savait qu'on pouvait y arriver. Et ça a été un vrai déclic. Et donc là, on s'est dit, OK, c'est bon, maintenant, on va le mettre en œuvre. Alors, on a eu la R&D, on s'était fait des petits projets, donc on était déjà là, mais on ne l'avait pas encore éprouvé sur des vrais besoins d'un client qui est quand même autre chose que simplement s'amuser avec une app qui fait des to-do. C'est ce qu'on a fait pour s'amuser. Début d'année, il y a quelque chose qui s'est passé qui a accéléré un petit peu tout ça. On a eu 3 entrants, 3 projets qui sont arrivés sur un mode des petits projets MVP, des projets en plus où avant nous,
on répondait difficilement parce que c'était des projets à 20 ou 30 000 euros, alors que nous, on était plutôt sur des projets proches des 100 000 euros derrière. Notre façon d'intervenir, ce qu'on posait derrière, la vision plateforme qu'on avait, on était capable de répondre, mais on n'était pas aussi efficace, aussi outillé pour répondre à ces besoins-là. Et là, ces besoins qui arrivaient, avec en plus des idées, une maturité du besoin qui n'était pas du tout fraîche, qui avait besoin d'expérimenter, c'était exactement ce qui était là pour mettre en avant et pour utiliser ce qu'on avait commencé à faire. Hein. Mais par contre, trois en même temps. Hein. Donc c'était bien, on s'est quand même posé beaucoup de questions avant de partir. On a fait quand même un choix, c'est-à-dire que nous, historiquement, back-end, ça fait 20 ans qu'on fait du PHP Symfony sur la stack back, ça fait un peu moins qu'on fait que les fronts en React et en React Native là-dessus. On est mono-techno par rapport à ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on a pu monter, on a un socle commun et assez cohérent sur ces technos-là, on ne s'est pas trop éparpillé. Mais sur ces projets-là, on a fait un choix de se dire, déjà, on se concentre sur la partie front, parce que c'est celle-ci, on a besoin d'itérer le plus rapidement. C'est celle-ci qui est vraiment mise en valeur par les outils, cette capacité d'avoir la boucle de feedback rapide. Et par contre, la stack backend qu'on a utilisée, c'est une stack qui s'appelle Supabase, qui est très en vogue en ce moment parce que les Lovable, les Bolt, tous les outils IA se reposent sur cette stack-là, qui a vraiment explosé avec les IA parce qu'elle offre en standard la capacité de gérer tout de suite les utilisateurs. C'est du Postgre derrière. Enfin, elle offre un écosystème très poussé qui permet de se concentrer sur le fond, sur le métier en fait derrière. Donc qui est assez adapté à ça. Et en plus, comme on voyait déjà les outils qu'il utilisait, on savait qu'il y avait déjà de l'effort à la fois d'écosystème IA, mais aussi de la plateforme, pour que ça marche au mieux derrière. Et donc on a réintégré, en plus de changer le quotidien, en plus de faire un projet sur lequel on n'avait pas trop l'habitude, mais une nouvelle stack sur la partie back-end. Et là, pratiquement, avec 3 projets, par rapport à l'équipe, on a pratiquement tout le monde qui a basculé. Alors, ils n'ont pas tous démarré vraiment au même moment, mais on s'est posé, on a validé qu'on était prêt à essayer ça. On a bien discuté quand même, parce que ce n'est pas anodin, un changement aussi profond. Il a été accepté par l'équipe, j'y reviendrai un peu après sur comment on a amené ça. C'était une opportunité, ça aurait été dommage de la louper par rapport à ça, mais oui, il y avait des risques en fait. Il y avait des risques de ne pas y arriver. Non, parce que le code était généré, c'était du React, on était capable de le reprendre sans IA derrière. La stack Supabase, nous, on la connaissait un peu parce que le projet qu'on avait fait avec Amabla, justement, on l'avait fait déjà avec cette stack-là, donc c'était pas non plus une découverte complète derrière. Elle n'était pas dans nos projets, elle était un peu en mode R&D, mais on l'a maîtrisée déjà quand même un minimum. Donc le risque, et puis c'était des projets qui ne sont pas critiques, je m'entends, c'est des projets qui émergent, sur lesquels on est en train d'aller dessus. Il n'y avait pas des attentes d'une plateforme de volume et autres qui auraient pu poser souci. Et donc on a ce risque-là, on se l'est pris un peu sur nous parce que le risque c'était qu'on n'y arrive pas et qu'on doive rebasculer sur le mode d'avant avec un impact qui était loin d'être négligeable par rapport à ce qu'on avait vendu. Il a fallu qu'on estime une énergie à mettre dessus alors que on ne savait pas trop quelle énergie il fallait mettre dessus. Donc il y avait beaucoup d'incertitudes et qu'on a décidé de prendre pour nous et de naturellement pas la reporter sur les clients. Les clients étaient au courant, on avait partagé avec eux ça. C'était une opportunité d'aller vite. Ça nous a permis, nous, naturellement, de pouvoir avoir des budgets qu'on aurait été incapable d'atteindre si on avait eu la stack qu'on avait avant. Donc il y avait une valeur aussi pour le projet, pour avancer comme ça. Et un petit spoiler, ça fait pratiquement 5 mois qu'on a lancé ça. On sait qu'on ne reviendra pas en arrière. Autant même sur la partie stack, j'y reviendrai un peu après, on est en train de remonter parce qu'on ne va pas être exclusif là-dessus, mais surtout sur ce que ces 5 mois ont changé sur tout le cycle projet par rapport à ça. La clé de tout ça, et surtout le facteur le plus important, c'est un message que j'aimerais que vous reteniez ce soir, c'est ça, c'est que
ces bascules-là, ces changements-là, qui sont profonds, enfin on le vit tous, on le voit, ne peuvent être engagés que si on engage avant tout les personnes qui sont impactées par ça. Hein. Ce que je dis là sur la partie tech, on dit la même chose, on fait aussi maintenant des projets avec de l'IA dedans, sur aussi les utilisateurs des projets sur lesquels on fait, c'est avant tout un impact humain. Très rapidement, même dès le début de l'année, on commençait à avoir des discussions avec l'équipe sur l'impact qui était perçu de ce qui arrivait, en disant ouais, mais moi, mon plaisir, c'est de faire du code, et puis ces moments où j'ai plus de plaisir à faire du code, je vais peut-être plus faire dev. Hein. Donc ça, c'était des questionnements, c'était des sujets qui étaient là, sur lesquels on échangeait avec l'équipe. Et là-dessus, le risque, c'est que si on n'était pas capable, en plus, d'embarquer l'équipe sur ces évolutions-là, c'était clair que c'était pas une question d'outils ou de techno, ça ne serait pas passé en tant que tel. Et au final, on s'est rendu compte que le plaisir qui était pris par l'équipe, qui était matérialisé par le fait de faire du code, au final, il n'était pas tant dans le fait de faire du code, il était dans le fait de trouver une solution à des besoins et de la construire en tant que telle. Et avant, on la construisait avec du code, maintenant, on la construit avec des specs, mais au final, la valeur qu'on a au quotidien, elle est dans cette challenge du besoin et dans la construction technique de la solution, pas tant dans la génération même du code qui permet de la mettre en œuvre. Et c'est ça où l'équipe, ils ont été les premiers même étonnés de continuer à se dire j'ai pris du plaisir à interagir, alors qu'au final, j'ai fait très peu de code. Quand je dis très peu de code, c'est que j'en ai tapé moi-même très peu. On en a vu beaucoup, on en valide, mais en tant que producteur même, par rapport à ce qu'on faisait avant, c'était plus du tout les mêmes volumes. Et donc, on a quand même avancé là-dedans en se disant, c'était quand même une évolution, c'est quand même une découverte. Hein. Donc, on a essayé de distiller, d'élargir au fur et à mesure le scope un petit peu d'impact de ça dans les différents outils, d'aller rapatrier nos bonnes pratiques, nos outils, mais on est surtout parti au début quelque chose qui soit assez light pour ne pas se disperser et pour éviter de perdre un moment en pied parce qu'il y a trop de choses à gérer et on ne sait pas par où attaquer. Et ça... vu que l'impact, il est sur toute la chaîne, ça fait peur tout de suite parce qu'on a envie d'aller tout modifier là-dessus. Et c'est le meilleur moyen pour se perdre, en fait, dans ça et perdre en plus l'équipe qui va derrière. Et le but de tout ça, c'était aussi... Et tout ce qui a été fait depuis le début, c'est-à-dire que la R&D que j'ai faite à un moment, le fait d'embarquer aussi le lead dans cette transformation, voir qu'il a retrouvé du plaisir et qu'il était plus légitime que moi, finalement, à dire à l'équipe, regardez, je pense qu'on peut aussi changer par rapport à ça. Ça n'aurait pas été la même chose si, je pense, ça aurait été moi qui aurais dit à l'équipe, allez-y, changez. C'était que j'ai réussi aussi à prendre quelqu'un qui était capable d'être crédible, pas parce que je ne suis pas crédible techniquement, mais parce que c'est leur père. C'est quelqu'un qui avait la crédibilité, qui savait qu'on était capable d'aller évoluer et que l'équipe était capable d'aller évoluer là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions ? Je continue. Juste une question. Ouais. Dans quelle mesure, là, donc, du coup, vous bossez plus sur du code, mais vous bossez sur des specs. Est-ce que ça aurait été possible de faire ça et d'avoir des projets commerciaux, parce que vous voulez vendre des specs, avec des gens qui n'étaient pas des devs, qui étaient bons sur du fonctionnel, par exemple avec un product manager qui est bon sur du fonctionnel, sur du business, mais nul à chier sur du code. Ça aurait été possible de le faire ou pas du tout? Je vais dire, alors la question, c'était est-ce qu'on aurait pu faire cette bascule-là sur les specs avec une équipe? Mesure, le fait que vous bossiez avec des devs qui savent faire du code, ça fonctionne, votre cas il fonctionne parce que c'est des devs qui font des specs, donc ils ont exactement compris comment fonctionne le système et donc ça marche, versus on prend pas un dev, mais quelqu'un qui sait faire des specs mais pas du code, est-ce que ça marcherait d'après votre expérience ou pas? Alors, je reformule juste la question, parce que comme on fait la captation vidéo et qu'on n'a pas la question, c'est est-ce que finalement, avec une équipe qui n'est pas tech, qui n'est pas dev, et la bascule d'utiliser les specs comme fil conducteur du développement, est-ce que ça aurait pu marcher ?
Maintenant, pas sûr, mais très prochainement, oui. Parce que on voit même sur les plateformes type Lovable l'évolution qu'elles font derrière. Elles amènent le cadre. La vraie question, c'est est-ce que le cadre qu'elles amènent correspond à techniquement là où on veut aller, là où veut aller le projet. Après, indirectement, le cadre qu'on pose là, à un moment, on fera sûrement notre Lovable à nous, pour nos clients, pour nos équipes qui ne sont pas devs, pour être capable de développer dans le contexte qu'on a maîtrisé et qu'on a mis là-dessus. Pour l'instant, c'est les devs qui interagissent avec ça, mais je spoil un peu la fin, mais dans les roadmaps, on a sortir de cette interface-là pour la mettre à disposition, tout ce qu'on a fait là, des autres acteurs, finalement, du projet. Donc ça va dépendre plus de la technique derrière, mais il y a un moment, on ne peut pas se dire, il n'y a plus de tech, il n'y a plus de dev. Ça reste quand même un projet technique, ça reste de l'infrastructure, ça reste de la sécurité, ça reste des choses que même si les plateformes sont capables d'aller les cadrer et tout ça, les premiers qui ont fait des SaaS en un jour et qui les ont mis à dispo et que n'importe qui pouvait bypasser la sécurité ou le fait d'aller payer, c'est juste parce qu'ils n'ont pas les bonnes pratiques de se poser les bonnes questions au bon moment. Et ça, quelqu'un qui est produit, il va voir le fonctionnel, mais il y a autre chose que du fonctionnel quand on fait un projet. Le contexte, on va en parler beaucoup, mais c'est ce qui fait finalement, c'est ce qui fait la différence. Cette entrée-là, ce que vous allez donner à la fois en demande, mais aussi en contexte, c'est ce qui fera la différence. Garbage in, garbage out, si on donne n'importe quoi, donne de la merde en entrée, naturellement, il y a de grandes chances qu'on récupère la même chose en sortie. Par contre, dans ces interactions-là, le rôle primordial, c'est le rôle de l'humain, en fait. Lui, il va être là pour guider, pour amener, pour guider les interactions avec l'IA, pour arbitrer. C'est ce qu'on dit à l'équipe, c'est que même si c'est l'IA qui produit, c'est votre responsabilité qui est engagée. C'est vous qui lui avez demandé ça, c'est vous qui avez validé ça. Ça ne change pas la finalité de ce qu'on fait. On rajoute un outil dans notre quotidien. Et au final, notre rôle d'humain qu'on a sur l'amener là où on veut et le fait de valider, in fine, c'est là où on a plus de valeur, plutôt que produire directement le code qui est fait. Et dans ce qu'on a mis en place, je vais le détailler après, le framework, mais en fait, on s'est retrouvé à ce que la documentation, qu'elle soit technique, fonctionnelle, c'est devenu le truc le plus important dans le projet. C'est lui qui assure cette cohérence-là dans le temps, et c'est lui qui permet d'avoir les bonnes informations au bon moment pour générer ce qu'on a besoin de générer, que ce soit du code ou pas d'ailleurs. Et le tout plus important, le human in the loop, qui est un terme qu'on voit souvent dans le côté IA, c'est être capable d'avoir à un moment une interaction et que dans les échanges, dans ce qu'on demande à un moment aux différents agents, c'est être capable de trouver le bon moment pour intervenir. Pas trop, parce qu'à un moment, c'est pas simple d'être sollicité trop souvent, mais de savoir quand on doit contrôler, quand on doit demander à l'outil de venir nous demander des validations et des questions. C'est pas si simple que ça. Et de surtout garder la décision, et la garder en tant que responsabilité, cette décision-là. Et traçabilité, c'est-à-dire que dans tous ces échanges qui sont faits, c'est important, et c'est assez simple au final de dire je dois les garder, parce que ces échanges-là, c'est des échanges qu'on aurait pu avoir entre devs sur la lecture, ils ont de la valeur. Dans les échanges, on a pris des décisions. Dans les échanges, on a acté des choses. Donc il faut être capable de les garder pour être capable de les valoriser plus tard. Pardon. Une question sur la documentation vivante. Qu'est-ce qu'on appelle une documentation dans ce cadre-là? On est sur une documentation board classique, ou est-ce qu'on est en fait sur un contexte? Quand je vais rentrer dans le détail, je vais y revenir vraiment. La documentation, nous, elle est dans le projet, elle est dans le code, elle est en Markdown, et elle est à la fois lisible par n'importe qui, parce que c'est du document texte, mais elle est aussi utilisable et lisible par les agents en tant que tels. C'est le même référentiel qui est à la fois disponible pour les personnes et les agents. Quand on dit les personnes, c'est les utilisateurs, c'est les PO? C'est avant tout ceux qui interagissent avec le code, mais une fois qu'on a... Ce qu'il faut voir, c'est que maintenant,
cette documentation, elle est dans le code et c'est la source de vérité est maintenant dans le code. C'est-à-dire que quand on en a besoin pour aller la mettre à disposition d'autres acteurs, qui peuvent être les PO, qui peuvent être les utilisateurs, qui peuvent être donner quelque chose à un assistant pour... on aura la source qui sera à jour, qui permettra d'alimenter d'autres formes, finalement, de cette connaissance-là. Mais nous, là, maintenant, c'est dans le code, avec le code, en fichier texte, quelle est la source. Et la vérité, elle est là. Donc, il y a des PO et des clients qui sont capables d'aller sur GitHub, aller lire ça, qui sont capables d'aller les éditer. Après, si on a besoin, on est capable de faire les interfaces et les outils qui permettent d'interagir avec, si besoin, derrière. Et trop de contexte, tue pas le contexte. Si. Ça, je vais y revenir aussi. Une autre question, ouais. Excuse-moi. À quel point, ok, donc la doc et le code sont un peu entremêlés, mais à quel point si vous supprimez vraiment tout le code, vous prenez un projet fini, vous supprimez tout le code, en quelle fraction du temps total du projet vous êtes capable de régénérer le projet final? On voit à quel point la doc et toutes les décisions qui sont prises, c'est suffisant pour revenir à le projet from scratch sans interaction humaine, ou il faut quand même refaire certains process? La question est, je suis désolé, j'ai oublié de les reformuler avant. La question est, si jamais on supprimait tout le code avec la doc qui est posée, est-ce qu'elle serait autosuffisante pour régénérer le projet? Tu gardes ta question, on en parle après que je t'ai montré tout le workflow qu'on a fait derrière et on pourra en discuter après. Le context engineering, alors c'est pas un nouveau poste, hein, c'est pas un nouveau métier comme l'a été le context engineering. C'est avant tout une position et surtout quelque chose qui est le cœur finalement qui nous permet de pouvoir générer ce qu'on a envie qu'il génère. Hein. Tu parlais tout à l'heure de trop de contexte, tout le contexte. L'objectif de ce context engineering-là, c'est d'être sûr de maîtriser de qu'est-ce qu'on donne, quand, pas trop et assez, pour telle ou telle action. Et c'est la clé. Et ça, par contre, c'est l'humain qui va déterminer comment, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je structure, qu'est-ce que je porte pour faire ces différentes tâches-là. Donc, le prompt en tant que tel, si on résume un petit peu, c'est la question visible, c'est l'intention que je donne, c'est ce que je veux, proposer, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux demander à l'IA. Le contexte, c'est tout ce qu'on ne voit pas, en fait. Le contexte, c'est tout ce qui va permettre que cette question-là ait suffisamment d'informations pour être pertinente par rapport à la demande de l'utilisateur. Et c'est ce qui est le plus dur. Quoi aller chercher et quoi mettre dedans. C'est un petit peu le qui versus quoi. Le contexte, il définit l'assistant, ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il connaît. Et le prompt, c'est la tâche, en fait. C'est qu'est-ce que je te demande maintenant. Maintenant que je t'ai dit comment tu fonctionnes et ce que tu es, maintenant, vas-y, exécute ce que je te demande de faire. Maxime, il a une super analogie quand on discute de ça. Il dit un petit peu, c'est comme si tu avais un bureau pour ton agent IA et que la connaissance, c'est un peu les différentes feuilles et les docs que tu lui mets sur son bureau. Si tu lui mets plein de choses tout en bordel dessus, et à un moment, il va aller chercher, il va potentiellement prendre des choses qui ne sont pas pertinentes, il va potentiellement oublier des choses qui le sont. Par contre, si tu lui donnes un bureau qui est bien rangé et que tu lui donnes les clés pour aller chercher le bon contenu au bon moment, c'est là où il sera pertinent dans sa réponse-là. Hein, et donc, quelque part, rangez vos bureaux. Hein, ça peut être là-dessus. Et donc, range ta chambre. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment une discipline en fait, c'est du quotidien. Parce qu'au fur et à mesure que le projet évolue, que le contexte change, que les volumes changent, c'est quelque chose qui vit et qui doit être challengé, qui doit être refait régulièrement. Sinon, on se rend compte que ça ne répond plus comme ça répondait avant. On rajoute dans l'équation des modèles qui changent, et donc, quelque part, une utilisation et une approche qui est capable de traiter ou de comprendre autrement les documents qu'on a donnés, ça rajoute un peu de complexité au quotidien. Pardon, une question. On parle d'un contexte, par exemple, dans votre entreprise, vous parlez d'un contexte qui est général pour tout le monde, ou est-ce que vous avez plusieurs contextes ?
Il y a plusieurs contextes et je vais y revenir quand je vais détailler, un petit peu le workflow. Sur l'évolution des modèles, avec des modèles qui peuvent se débrouiller avec des contacts de contact de plus en plus grands, il y a quand même un enjeu à bien ranger son bureau. Oui, donc la question c'est avec des modèles qui ont des contextes maintenant qui sont très très grands, est-ce qu'il y a des enjeux finalement à le faire? Oui, un Gemini qui a un contexte d'un million de tokens, qui fait plusieurs centaines de pages finalement de PDF, en fait c'est la même chose que si ce que j'ai souvent dit, c'est que l'IA, c'est un peu comme si on avait un stagiaire de 3e qui a toute la connaissance du monde. Mais il n'a aucune idée de comment l'exploiter, comment la matérialiser. Et donc, si on n'est pas capable de restreindre et de lui donner que ce qui est nécessaire pour faire sa tâche, il y a de grandes chances qu'il aille piocher ailleurs et qu'il n'aille pas prendre ce qu'il faut par rapport à ça. Donc, Inversement, lui donner un contexte plus grand, sachant qu'il faut le gérer, ça peut permettre d'avoir des solutions qui sont peut-être différentes de ce qu'on aurait eu. Et ça lui permet peut-être, mais tout dépend de ton intention et ce que tu veux lui faire faire. Si tu veux lui faire générer du code, il va falloir que tu le guides et que tu l'amènes sur la façon dont tu vas le générer. Si tu es en mode de dire, tiens, on fait du brainstorm, challenge-moi, quelque part, vas-y, ouvre les chakras, quoi. Je te donne plein de choses et des trucs complètement à côté, parce que ça me fait faire un pas de côté et ça me fait du bien, en fait. Et ça peut apporter de la valeur. Encore une fois, le fond, l'action et l'intention qui est donnée, elle est radicalement différente entre générer du code et faire un brainstorming sur une idée. Et c'est le même modèle qui peut le faire. Ça va dépendre d'un petit peu. Alors, certains qui sont plus adaptés que d'autres, mais en tout cas, ça va dépendre beaucoup des instructions et du contexte que tu lui donnes. Donc, la doc devient la colonne vertébrale. Alors, j'en ai déjà un peu parlé, donc je vais aller assez vite. Mais donc, la source de vérité, c'est la doc qui pilote la conception, c'est la doc qui pilote la livraison, même la génération, et c'est la doc qui pilote ce qui aussi sert dans la capitalisation. Donc après tout ça, être capable de pouvoir remonter tout ce qui a été fait. Le format de cette doc-là, c'est du Markdown. Markdown, format qui a explosé aussi avec tout ce qui est IA, parce que c'est un format qui est quand même lisible, où on peut avoir de la mise en forme, et même quand on le regarde, il est accessible, qui est faiblement typé là-dessus, qui oblige à faire simple aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de façons de mettre en forme. Donc, il est vraiment utile. Nous, on l'utilisait depuis toujours aussi pour notre doc technique et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui, côté dev, est un acquis depuis très longtemps. Et cette doc-là, elle est dans le projet, elle vit avec le code. C'est-à-dire qu'elle est modifiée en même temps que le code. Quand on a fait une feature, on a dans la même, quand on fait la review de ça, quand on voit la différence de code qui a été fait pour réaliser ça, on a à la fois le diff de la spec et le diff du code qui a répondu à faire ça. La structure qu'on a mis en place, c'est 3 gros piliers. Donc, dans tous les projets, on a un répertoire doc à la racine du projet, dans lequel va vivre 3 grands pans de typologie de documentation. On a le premier, c'est le pan tech. Dans ce répertoire-là, on a formalisé toutes les technos et nos pratiques sur les technos. On a la façon d'utiliser React Router, on a la doc de React, on a la façon de structurer les datas avec Supabase, on a pris un peu ce qui était fait en documentation, on a pris que ce qu'on avait besoin, parce qu'il y a des sujets qu'on ne gère pas en tant que tel, et on l'a ramené avec notre format à nous, dans la documentation, dans le projet, et elle vit avec le projet aussi. Ça, c'est important parce que les projets n'ont pas les mêmes cycles, à un moment, ils ne vont pas avoir les mêmes versions, donc on ne peut pas se reposer. Il y a beaucoup de choses qu'on voit avec des services qui permettent d'aller chercher la documentation en ligne, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut être sûr qu'on va chercher la bonne version de la documentation. Et encore là, nous, on est parti de cette volonté de se l'approprier, déjà parce qu'on ne voulait pas tout prendre, on ne peut pas prendre toute la page des docs parce qu'on n'utilise pas tout, et parce qu'on voulait être capable de la maîtriser. Ça a grand pouvoir, grande responsabilité. Ça veut dire que le fait de la rapatrier implique de l'énergie pour la maintenir. Donc, dans ce répertoire-là, c'est quelque chose qui est complètement agnostique du projet, qui est la même pour l'instant sur tous les projets, parce qu'on a des projets qui sont à peu près la même maturité, donc on les met à jour régulièrement. Mais en tout cas, elle n'a aucune info, elle n'est pas du tout spécialisée par rapport au projet. L'autre répertoire, c'est le répertoire product. Et c'est là où portent
toute la connaissance fonctionnelle du projet. Elle commence souvent très simple. Alors, il y a des fichiers qu'on appelle PRD, Product Requirement Document, qui sont des fichiers où on décrit simplement le besoin business, les personas. On commence souvent comme ça, avec un seul fichier, avec un petit peu de tout à l'intérieur, les épiques, les grandes features qu'on fait. Et puis, plus le projet avance, plus ce répertoire-là s'étoffe, se structure, on fait des fichiers et tout ça, mais ce répertoire vit avec le projet, et ce répertoire est la représentation fonctionnelle, pas technique, mais que fonctionnelle de ce qu'est le projet et de ce qu'il fait. Et le dernier répertoire, c'est implémentation, et c'est ce qui fait le lien, finalement, pour ce projet-là, entre la technique et le fonctionnel. C'est là-dedans où on va formaliser le modèle de la base de données. C'est là-dedans où on va formaliser des décisions qu'on a prises d'architecture qui, peut-être, vont à l'encontre de ce qu'on avait mis de côté tech, mais qui ont du sens par rapport à notre contexte à nous. Ou alors une nouvelle techno qu'on n'a pas encore remis dans le socle, parce qu'elle est spécifique à ça là. En tout cas, dans l'implémentation, c'est quelque chose qui vit et qui est très lié aux fonctionnalités qu'on fait. On a l'arborescence complète de tous les composants, de tous les bouts de code, parce que c'est un point d'entrée aussi pour les agents d'aller comprendre, et au lieu d'aller découvrir ça, on l'a déjà structuré. Quand il lit ça, il sait où aller chercher, il sait quoi faire derrière. Ouais. Du coup, sur des choses comme ça, tu fais de la ST ou Non. Là, vis-à-vis du code, je vais y revenir après, c'est que quand on termine une feature, on sait les fichiers qu'on a modifiés et il va mettre lui-même à jour. Et l'arborescence, je vais te la montrer, c'est une arborescence limite ASCII en fait. On a les dossiers, on a dit que tel fichier, voici ce qu'il fait derrière, et ça lui suffit en tant que point d'entrée d'un point de vue fonctionnel pour aller le chercher. Ça n'empêche pas des fois d'aller chercher lui-même, quand il est dans un fichier côté code, d'aller utiliser soit les LSP qu'on voit là, ou soit aller faire des recherches dans le code, comme il le fait actuellement. Mais en tout cas, nous, d'un point de vue de ce qu'on lui donne à manger, plutôt sur les tâches assez haut niveau d'architecture, on ne met pas tout, mais on met les grands clés qui lui permettent de savoir déjà un peu où c'est. Et d'ailleurs, quand on détecte que, quand on lui demande quelque chose, on le voit faire des recherches dans tous les fichiers, c'est qu'il y a un moment, on ne lui a pas donné quelque chose parce qu'il n'a pas besoin d'aller chercher là-dessus. Normalement, on doit, nous, lui dire, c'est là-bas que tu dois aller chercher ce type d'information-là. Donc souvent, c'est un petit déclencheur de se dire, soit il a mal lu, ou il a perdu cette référentiel-là, ou soit on ne l'a juste pas indiqué. Et au final, sans ce référentiel-là, qui est la source de vérité, tout le workflow que je vais détailler derrière, s'écoule complètement. Parce que si on se dit qu'on base la génération et on base l'écriture du code de projet sur quelque chose qui n'est pas à jour, ça ne sert absolument à rien. Ça va dans le mur. Le workflow. Là, on rentre un peu dans le vif du sujet. 5 étapes clés. La première, et ces 5 étapes-là, vous allez voir, c'est des classiques quand on fait du développement. La phase d'exploration. La phase d'exploration, elle est avant tout fonctionnelle. C'est être capable de se dire, j'ai un besoin, quel est ce besoin-là, quel est l'impact de ce besoin-là sur mon projet, comment je suis capable d'aller le challenger peut-être par rapport à ça, et d'aller valider que c'est cohérent. On a la phase de spécification, c'est-à-dire que là, maintenant, OK, le besoin, il est mature, on est OK avec ça. Maintenant, on va rentrer on va descendre un peu plus bas, en disant maintenant, on fait les écrans, on rentre un peu plus dedans, quelles sont les contraintes, quels sont les critères d'acceptation qu'on peut avoir, comment on peut descendre encore d'un niveau. Ensuite, plus on y va, plus on descend. C'est-à-dire qu'on va descendre encore un niveau en disant, maintenant que j'ai un peu défini mes grandes lignes, maintenant je vais rentrer vraiment la planif, en fait. Je vais définir exactement, pour répondre à ça, qu'est-ce que je dois faire et comment je vais le faire. Et la phase de génération. Donc là, simplement, on reprend tout ce qu'on a fait avant, et là, on va générer le code à ce moment-là. Et la dernière, qui est limite la plus importante, c'est qu'une fois qu'on a fait tout ce cycle-là, il faut penser à aller remettre à jour la documentation, refaire la boucle qui permet de se dire maintenant, la prochaine fois que je vais lancer ce cycle-là, j'aurai une documentation qui sera à jour et ça pourra prendre en compte ce que j'ai déjà fait dans les features d'avant.
La question, c'est qu'est-ce qui a été le plus compliqué, dans quelle partie ça a été le plus compliqué. Je dirais dans tout et dans aucune. En fait, la démarche reste la même. À chaque fois, c'est la même chose. On ne lui demande pas de générer la même chose entre de l'aspect, de l'UX ou du code, mais c'est la même démarche intellectuelle de lui donner les bonnes informations pour générer le contenu qu'on veut attendre de lui. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus complexe que les autres, au final. Ils ont chacun leur spécificité, mais il n'y a pas quelque chose qui a été vraiment, vraiment plus compliqué. La partie code, c'est quelque chose qui a été un peu à part parce que c'est notre ADN, c'est ce qu'on fait. C'est là où il y a le plus de volume aussi, de génération. Donc là-dessus, mais après, nous, on a les garde-fous pour valider que ce code-là correspond au standard qu'on a derrière, avec tout ce qu'il faut comme outillage pour valider que c'est OK, avec des tests qui permettent de valider que c'est OK. Donc c'est limite la plus complexe, mais pas parce que c'est l'IA, parce que c'est du code. Donc, première étape. Nous, on l'appelait Story Draft, en fait, cette étape-là. L'objectif, c'est de commencer à explorer. Donc là, qu'est-ce qui se passe quand on commence ça sur le poste du client, donc on utilise Claude Code. Pour information, Claude Code, c'est quelque chose qui est quand même orienté dev, donc c'est les développeurs qui l'ont. Historiquement, c'est dans le truc obscur de la ligne de commande, dans un truc noir et vert, qui n'est pas du tout accessible à autre chose que des devs. Ça commence à sortir un peu de ça, parce qu'on les a maintenant dans d'autres en mode de plus de chat classique, mais il n'empêche qu'on commence par là, où on va lancer une interaction, donc on va lancer une commande dans Claude qui va commencer à nous poser la première question, c'est qu'est-ce que tu veux faire en fait ? Et quand on commence à lui expliquer ce qu'on veut faire, alors qu'est-ce que tu veux faire ? On le décrit, ou alors qu'est-ce que tu veux faire ? On lui passe le lien d'une issue sur GitHub qui lui explique un peu ça. Quel est le besoin en fait par rapport à ça ? Le premier, ce qui va se passer, c'est que dès qu'on a ce besoin qui est là, on a toute une série d'agents spécifiques qui vont à chaque fois donner leur avis sur ce besoin-là. Le premier qui est lancé, et chacun va se nourrir de ce qu'a fait l'autre. Le premier qui est lancé, c'est un agent qui est typé PO, qui a un rôle de product, qui a un rôle de produit dans lequel on lui a chargé toute la connaissance du produit, rien de technique, et son rôle va être de dire, vas-y, et on discute, c'est une interaction qu'il y a avec le dev en disant, il pose des questions, quel est l'impact de ce besoin-là sur le produit ? Est-ce que c'est cohérent ou pas ? Et donc là, on a une interaction qu'on peut avoir là-dessus, et l'objectif va être de générer un document qui est la vision du PO du besoin qui a été formulé. L'étape d'après, on va avoir un agent qu'on a appelé architecte, qui lui a une vision beaucoup plus technique, et son rôle à lui va être de dire, est-ce que dans ma stack technique, j'ai tout ce qu'il faut techniquement pour répondre à ce besoin-là ? Est-ce que j'ai tous les composants pour faire ça ? Et si oui, lesquels je vais utiliser pour répondre à ce besoin-là ? Il peut être des composants techniques, des composants React, des briques complètes si on veut rajouter de la synchrone, qui peut être structurant. En tout cas, lui a la vision pas produit, pas tech, bas niveau des conventions de codage. Il a juste sa vision de quelles sont déjà les grandes architectures qu'on a dans le projet derrière. Et celui qui suit, c'est l'UX. Et pareil, il va donner son avis sur le besoin, comment on va y répondre par rapport à ça. Quel va être le nombre d'écrans, comment on va gérer ça, et là, c'est l'interaction, il propose, et à la fin, on a un document qui nous permet d'avoir ça. Le dernier qu'on a actuellement, c'est le QA, qui va, lui, nous challenger pour nous définir comment je vais tester ce que tu me demandes. Comment ? Et donc là-dessus, la question va être où tu positionnes le curseur. Qu'est-ce que je vais faire comme test unitaire ? Qu'est-ce que je vais faire comme test automatique fonctionnel ? Qu'est-ce que tu vas tester, toi, à la main ? Il va te poser la question, où t'en es dans ton projet ? Est-ce que, là, pour l'instant, tu veux aller vite et tu ne veux pas faire de tests unitaires, tu veux juste aller vite, donc je veux faire que des tests manuels. Et c'est pareil, une discussion, il va faire la liste et il va être capable de fournir sa vision des how-to tests, de comment tester le besoin qui est fait derrière.
Il y en a 2 autres qui ne sont pas là, qu'on a dans les tuyaux, mais qu'on n'a pas encore déployés, parce qu'il y a quand même encore des choses un peu à valider. Il y en a un qui va être dédié sécurité. Pareil, qui va être capable de donner sa vision sur la sécu, et un autre qui va être dédié accessibilité, pour être capable de donner sa vision par rapport à ça. L'autre chose aussi qu'on n'a pas mis en place, c'est que ces mêmes rôles, ces mêmes agents qui sont là au début pour te donner leur vision, on sait qu'on va les câbler après le dev pour valider que les prérequis qu'ils ont donnés et tout ça a bien été fait et implémenté. C'est pas parce qu'ils l'ont dit qu'on l'a fait aussi derrière. Ça pareil, on sait comment le faire, mais on l'a pas encore priorisé. Ça se formalise comment? C'est une conversation par agent Ouais. à chaque fois Ouais. ou on fait Ouais. quelque chose de... C'est une conversation avec un agent sur un sujet, et la finalité de cette conversation, c'est générer le doc. Je vais vous les montrer, les docs qui ont été générés. Ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on faisait traditionnellement. Ouais. Et spoiler, ça prend beaucoup plus de temps que de faire du code, que de générer le code. Bien sûr. Mais ça, j'y reviendrai parce que c'est un des acquis. Et oui, toutes ces interactions, elles sont itératives. Je schématise, mais c'est l'équivalent d'avoir un chat GPT qui a son contexte et je discute avec lui, il me pose des questions, je ne suis pas d'accord, il veut quand même me faire changer d'avis, mais au final, la finalité, c'est de générer ce fichier-là. Une fois que chacun a généré sa vision, on a l'orchestrateur global qui se dit, écoute, ok, il y a beaucoup de chevauchements finalement entre chacun, entre la vision PO, archi, il y a naturellement du chevauchement par rapport à ça, et le rôle de l'orchestrateur, ça va être de dire, maintenant, je prends tout ce qui a été dit et je vais générer une spec qui correspond à la synthèse de ce qui va être fait. Il n'y a pas d'aller-retour. Il y a un moment donné sur l'architecture qui pourrait remettre en cause une partie fonctionnelle. Alors, c'est déjà arrivé, mais ça, à la limite, c'est le dev qui va le faire. Si à un moment, il voit que l'UX l'a challengé sur un truc qui nécessite d'aller remettre un de nos composants, il relancera l'agent archi en disant il y a un truc qui vient de changer, ou voire même l'agent PO, parce que souvent, ce qui arrive, c'est pas un truc qu'on a oublié, c'est que... c'est plutôt un truc qu'on a oublié fonctionnellement, ou qu'on a envie d'embarquer en même temps, qu'on n'a pas fait, et qui demande naturellement de refaire toute la boucle. Alors, de repasser par le PO pour avoir l'impact de tout ce qui a été fait derrière. Et du coup, sur ce flow-là, donc là, vous avez des agents qui sont typés par rôle, chacun son prisme. Et le workflow, c'est un dev va discuter avec chacun dans sa séquence. Il y a des feedback loops, là, comme ce qu'il m'avait dit. Et du coup, ça prend énormément de temps. Il n'y a pas une logique de juste les laisser se démerder et de vous envoyer juste le truc où tous ceux sur quoi ils sont d'accord, basta, vous ne le regardez même pas, quoi. Ou c'est juste formalisé dans le markdown Non, parce qu'en fait, l'objectif, c'est que... valider les points de désaccord. Non, mais les points d'accord, tu les as que quand ils te les présentent et que quand tu les vois là-dessus. Avoir un orchestrateur qui dit, en gros, faire comme une sorte de sprint planning, whatever, peu importe comment on l'appelle, mais mettre toutes les personnes en disant, on a ce problème-là. Avoir quelqu'un qui joue un rôle de, peu importe comment on veut l'appeler, mais d'orchestrateur, quoi, et qui dit, ok, moi je me démerde jusqu'à ce que tous les trucs convergent. Là où ça converge, très bien. Là où ça ne converge pas, il y a besoin de prendre des décisions. Donc là, je vais rappeler l'utilisateur, quoi. En gros. Le problème, c'est comment tu sais que ça ne converge pas, en fait. Toi, qui décide que ça ne converge pas? Et c'est là la clé. Il faut absolument laisser... notre valeur à nous, c'est de guider, c'est de valider ou de ne pas valider là où ils vont, en fait. Et ils sont... c'est limite un collègue. C'est les discussions qu'on pourrait avoir avec quelqu'un, et il y a des fois, on n'est pas d'accord. Et c'est OK, en fait. Donc, soit c'est lui qui gagne, soit c'est toi. C'est à toi de voir comment tu fais, mais c'est vraiment ça. Et donc, casser ce côté interactif, on va y revenir, il y a plein d'impacts à ce côté interactif, mais c'est ce qui fait que on va être capable de l'amener et qu'on est OK avec là où il nous amène parce que on l'a accepté. Et c'est pas... Parce que quand tu les fais générer les docs, si tu te prends 500 lignes de doc Markdown à lire, c'est pas pareil que si tu as échangé et que tu as vu sa construction et que tu l'as amené là où il était, et notamment quand tu vois que des fois il est parti dès le début sur un mauvais truc, tu lui aurais dit en interactif tout de suite, et il aurait évité d'aller générer un truc qui n'a pas de sens parce que c'est pas là où tu voulais l'amener. Est-ce qu'il y a des fois où on dit que le besoin énoncé à la base, c'était pas le bon?
Parce que des fois, ça arrive avec des humains. Est-ce que cette boucle arrive à leur donner? Là, ça peut être le PO, l'agent PO qui est capable d'aller te dire ce besoin-là, moi en tant que PO, je ne comprends pas en fait. Pourquoi? Parce qu'il aime bien poser les questions pourquoi en fait. Hein. Enfin, on lui a dit souvent de poser les questions pourquoi aussi. Surtout sur les PO. Pourquoi c'est ce qu'on fait aussi nous quand on nous demande quelque chose. Hein. Pourquoi tu veux faire ça in fine, on se retrouve à avoir les mêmes interactions qu'on peut avoir, nous, quand on interagissait avec les clients. Surtout, c'est qu'on a un peu démultiplié notre capacité à produire tout ça, à structurer tout ça de manière un peu plus importante et un peu plus efficace. Oui et non, mais en tout cas formalisé, et on trace tout, surtout. Tout à l'heure, tu as dit que du coup, il y a eu 3 projets au départ, et vous avez réussi à embarquer tous les devs, toute l'équipe dedans. Donc, par exemple, pour un projet, tu vas avoir plusieurs devs. Tous les devs dialoguent avec tous ces agents. Alors, c'est un seul qui dialogue avec ces agents, et justement, tout à l'heure, tu parlais de revue humaine et comment en fait, on arrive à... Je vais y revenir un peu, mais le dev qui fait la feature, c'est lui qui fait tout le cycle. Il n'y a pas un dev qui fait le PO et le dev qui fera après derrière. Non, mais c'est comme quand on traitait, nous, un besoin. C'est-à-dire qu'on va du début jusqu'au besoin, jusqu'à trouver la solution et aller coder la fonctionnalité. Ça n'a pas changé ce qu'on faisait déjà avant. Et justement, tous les échanges, les allers-retours, donc ça prend énormément de temps, etc. Aujourd'hui, c'est des échanges écrits ou c'est oraux aussi ou vous avez un... Alors ça, c'est chacun. Moi, je sais que j'utilise énormément le vocal. Enfin, ça dépend où je suis, mais j'utilise beaucoup le vocal ou la ligne, la suite. Mais là, quelque part, c'est chacun choisit. Chacun choisit. Pour rebondir sur cette question, sur la dernière phase, la phase de validation où il y a de la revue humaine, est-ce que c'est pas là où justement le dev qui a été en solo avec ses agents peut faire relire à ses collègues ce qu'il a Alors, j'y reviendrai aussi un peu après. La phase de relecture est hyper importante. Et elle est importante et elle est intense parce que le volume de documentation qui sont produits sont énormes. Nous, le gros boulot qu'on a, c'est arriver à synthétiser et limiter ça parce que c'est vachement important. Et on va se retrouver à avoir des fois des pull requests avec plus de lignes de spec que de lignes de code. Donc là, on est encore dans la phase d'optime de trouver le bon curseur. Mais oui, cette review-là, nous, elle est faite. On se rend compte qu'on fait de moins en moins de revues de code, mais de plus en plus de revues de spec. Je vais vous montrer un petit peu quand même, parce que c'est un peu... alors, c'est peut-être, je te soumets un peu, non, ça va donc ça, c'est typiquement un projet. Dedans, on a je vais peut-être grossir un peu. Voilà. On a le répertoire doc avec les fichiers tech. Donc là, les différentes technos. La stack tech. Et dedans, on a commencé à les poser un petit peu toute notre connaissance en fait. Alors oui, là c'est fait référence à un fichier qui est ailleurs. Mais là, c'est typiquement le genre de fichier en Markdown qui lui permet d'aller naviguer et qui lui permet d'aller comprendre où aller chercher la suite des autres documents. Et c'est assez simple parce que si on fait ça pour un humain, l'IA va l'exploiter de la même façon. Donc, et il y a un truc, vous le voyez, mais on a tout mis en français. Avant, on faisait la doc tout en anglais. Maintenant, le volume, même les specs fonctionnels, voire même techniques, le code reste en anglais. Les commentaires dans le code restent en anglais, tout reste en anglais. Par contre, les specs, même techniques, on a fait le choix de passer en français parce que le volume qu'on a, la charge que c'était de faire, surtout quand on mixait du tech et du fonctionnel, voilà, c'est un choix qu'on a fait. Ça n'a pas trop d'impact, surtout que les agents, eux, c'est pas du tout un souci, et que si à un moment on a envie de traduire en anglais, il suffit de le demander. Et ça va très bien. Voilà, et si on monte sur le côté produit, là, typiquement, on a un doc PRD qui reprend l'objectif du projet, sa proposition de valeur, les différentes fonctionnalités qui ont été cochées au fur et à mesure qu'elles ont été développées. Et ça, c'est un peu le point d'entrée
qui sert un petit peu à le faire. Des fois, on a détaillé des trucs spécifiques qu'on a mis là-dessus, mais ça reste une doc et qu'on utilise et qu'on exploite par rapport à ça. Et la doc d'implémentation, celle-ci est un peu plus velue. Tu vois, Alex, là, c'est là où on définit un peu toute la structure des différents docs. Et qui, quand tu lui donnes, ça lui donne un point d'entrée sur lequel il est capable d'éviter des fois d'aller faire de la recherche lui-même pour essayer d'aller trouver les différents documents. Et là, on a toute la stack tech qu'on utilise dans le projet et les versions. Et ça, par contre, elle est loadée, enfin, elle est chargée à chaque fois qu'on fait du tech. Les agents qu'on a vu tout à l'heure, ils se contentent que d'un des répertoires de la doc, je veux dire Non, c'est un peu plus que ça. Non. Alors là, je risque d'aller un peu trop loin. On a ici les différents rôles qu'on a. Ah oui, alors pardon, ils sont référencés au-dessus. Là, ils sont encore, on les a laissés en anglais parce qu'on les a repris, on leur a donné des noms et tout ça. Ça, c'est le rôle tech. Donc ça, c'est un rôle qui est complètement décorrélé du métier, mais qui est chargé à un instant T quand on le demande pour être capable d'interagir quand il y a besoin de choses techniques. Donc ça, c'est le rôle. Et après, on a, alors je ne sais plus trop où elle est. On a je ne sais plus où elle est, mais on a la liaison en disant, toi, en tant que rôle, voici les répertoires et les documents que tu dois charger. Et ça, elle doit être au niveau projet, pardon, j'y pense. Non, ça, c'est les références. Là, typiquement, c'est le genre de choses qu'on lui donne en disant, va chercher ce contenu-là quand tu veux utiliser la stack tech. Donc maintenant, au quotidien, on a un gros répertoire work à la racine du projet, où c'est là-dedans que vont vivre tout ce qui se passe. C'est-à-dire que là, on retrouve les différents épiques du projet, et on est capable d'aller... Ça, c'est une épique, et ça, c'est une fonctionnalité qui a été développée. À l'intérieur de cette fonctionnalité, on va retrouver plein de fichiers, on va retrouver un petit peu tous ceux qui ont été générés. Donc on a le fichier contexte, qui est le fichier du PO. Je ne vais pas aller dans le détail, mais il a posé des questions. Alors là, c'était assez tôt. On a souvent du chevauchement entre le PO qui pose des questions du I, du X fonctionnel. Donc, et c'est pour ça qu'on a un moment un truc où on rassemble tout, parce qu'il y a beaucoup de chevauchement par rapport à ça. Mais il pose des bonnes questions. C'est lui qui a posé les questions de perte de focus. Il avait été là-dessus. Donc voilà, ça c'est son analyse à lui du besoin. Et des données structurantes, c'est très verbeux. Qu'est-ce qu'on ne fait pas, les no-go, ça c'est hyper important, et des scénarios de test. Ensuite, on va avoir l'architecte. Lui, il sait déjà que le besoin, là, c'est que du front, c'est pas de back. Et pareil, Là, on l'a changé parce qu'il est très technique. On l'a mis maintenant beaucoup plus haut niveau. Là, il commence à mettre des noms de classe, à vouloir aller trop loin là-dedans. Ça, c'est quelque chose qu'on a changé depuis. Alors, je passe rapidement. Ça, c'est l'UX. C'est la vision de l'UX qui a été fait. Là, on utilise beaucoup ça. Il fait des petits schémas comme ça. Ça va très bien. Ça permet d'interagir sans éviter de générer des images. Ça permet d'être sûr qu'il a bien compris là où il veut aller. Voilà, titre de la tâche, il y a un petit croix pour fermer. Ça va bien à ce stade-là pour valider que c'est bien là-dessus. C'est bien là-bas qu'on va. Et du coup, là, dans chaque fichier, il y a des itérations où il y a vraiment le résultat final à chaque fois. Qu'est-ce que tu entends par résultat final ? En gros, si par exemple on se dit, il nous génère une première interface en disant voilà, ça pourrait ressembler à ça, on lui dit non, en fait, j'aimerais pas que ce bouton-là il soit à droite. Est-ce que, c'est pas bon en théorie de garder toute l'itération et on garde du coup juste. Ah non, là, il va garder les trucs que tu as actés en discutant avec lui. C'est-à-dire qu'en interactif. Il n'y a pas le process écrit, les interactions, les éléments. Non, parce qu'on n'a pas besoin de tracer là, on les trace dans le dev plus tard. Mais ici, non, ce qu'on a besoin, nous, c'est la finalité. C'est là où c'est amené. Du coup, c'est à la fin de la conversation qui génère. Oui, c'est ça.
Et au final, ça, c'est le story draft, donc c'est le document qui résulte de cette première phase d'exploration. Donc, il reprend la story, il fait des références. Là, à chaque fois, ça, c'est la point de vue métier. Donc, il dit que le détail est dans les fichiers qu'on a vus là. On a l'impact côté UX, on a les décisions d'architecture, on a la stratégie de test. Et là-dedans, la stratégie de test, on a déroulé, je ne vais pas montrer le fichier QA, mais le fichier QA, je peux le monter juste rapidement. Là, on lui dit test after, parce qu'il y a des fois, on lui dit fais d'abord les tests et après tu dev. Là, on lui dit non, on va développer, on va tester après. C'est une stratégie qu'on a. Et là, on a acté, on a validé, voici la répartition de tous les tests qu'on va faire pour cette fonctionnalité-là. Et comment ils vont être répartis dans les différents trucs. Oui. Je te donne la possibilité de me répondre un peu plus tard si jamais. Ce qui me fait peur dans ton histoire, c'est que tu as une fenêtre de contexte qui fait 200 000 tickets. Ouais. Comme ça. Tu compactes combien de fois? En fait, c'est l'orchestrateur qui va faire ça. C'est-à-dire que tous ces docs-là sont générés par des agents, ils ne sont pas dans le contexte principal. Et après, l'agrégation de tout ça se fait par étapes. Et au final, c'est pour ça qu'on a un doc qui reprend que la synthèse de ça. Parce que après, les docs éclatés, il ne va jamais les lire. Il ne l'utilise pas. Parce qu'on a remis tout ce qu'on avait besoin dans ce doc-là principal. Et t'as pas peur dans vraiment la contexte Windows qui fait 200 000 tokens, t'as pas peur de tomber dans cette dumb zone là qui est entre le début et la fin et qui est totalement débile et c'est avec laquelle tu veux... Oui, mais ça bouge aussi à chaque version. C'est des trucs qui bougent aussi. Donc oui, on l'a vu, on l'a expérimenté. On n'en est pas encore allé optimiser ces trucs-là comme ça. On sait qu'avec ce qu'on a fait là, ça marche pas à chaque fois. Enfin, il y a plein de trucs qui marchent pas et tout ça. On expérimente, mais in fine, le fond, la majorité des choses, nous permet de délivrer plus de valeur en moins de temps. Donc, Et du coup, si exclut le document synthétique à la fin, pourquoi on garde le reste Alors, nous, c'est un choix qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on garde quand même tout ça. Par contre, tous ces documents-là, ils sont jamais réutilisés après. C'est-à-dire qu'on va y venir à la fin, on a quelque chose qui va remonter tout ça dans la doc. C'est pas dans le répertoire doc. On l'a gardé parce que c'est versionné, ça fait partie du dev, et il y a un moment, on pourra les supprimer. Ça n'aura aucun impact sur le reste du projet. Oui. C'est la structure cette approche, ce qui est à gauche, la manière dont fonctionne à droite. C'est un framework sur lequel vous êtes basé ou c'est issu d'itération? C'est un mix entre une approche, ce qu'on avait vu sur les trucs de génération spec. GitHub a le sien, c'est GitHub GitSpec. Il y en a plein qui sont sortis, des frameworks là-dessus, qui sont plus ou moins profonds. Nous, on se l'est approprié, en fait. C'est que c'était déjà ce qu'on avait dans la tête. Plus, on a vu les mécanismes et tout ce qui avait été mis en œuvre. Et on a un petit peu adapté, ajusté ça. Mais c'est nous qui disons, on n'a plus rien par rapport au framework initial, on a tout repris, on a toutes nos commandes, on s'est approprié entièrement toute l'orchestration de tout ça. Et on en a pas mal. Oui, ça vient. Il y a beaucoup de documentation. On a du mal des fois, on donne plein de consignes. Alors là, je vois qu'on a des bien hiérarchisé, bien rempli, etc. On a quand même du mal à lui faire suivre toutes les consignes. Je vois que du coup, il y en a vraiment beaucoup. Toutes les consignes, ça va être technique, et est-ce que vous, alors, comme tu l'as dit, ça évolue beaucoup. Donc il y a quelques mois, il y avait un peu de mal à suivre les consignes. Maintenant, on s'entend que ça marche mieux. Est-ce que vous avez toujours un peu de limitation technique sur le modèle actuel qui ont un mal quand même à respecter toutes les consignes? Non, pas tant de ça, parce qu'après l'utilisation des consignes, là, il n'y a pas beaucoup de tâches qui vont utiliser la globalité de tout ça derrière. Faut que je déroule un peu ce qu'il y a derrière, parce qu'en plus je vois l'heure qui avance. Mais en fait, plus on va descendre, plus on va exploiter que certaines parties. Comme tu le disais aussi, Alex, on ne veut pas tout charger à chaque fois. Sinon, ça marche pas, c'est pas possible. On n'est pas capable de maîtriser là-dessus. Et donc, la clé, c'est le context engineering. C'est qu'est-ce que je lui donne comme info pour faire la tâche que je lui demande. Et ça, il n'y a que toi qui peux le savoir. Et t'expérimentes. Tu sais que quand tu lui as donné trop, il y a un moment, il a voulu compacter ou il a dit que il n'a plus de place. Et dans ce cas-là, tu dis, comment je peux limiter ça? Et ça, c'est du gros boulot et c'est du quotidien.
et c'est des trucs qui bougent régulièrement. Je suis désolé, je vais avancer un peu parce que rapidement, on a l'UX, on a les décisions d'architecture, on a tout ce qui est test, les scénarios de test, on a vraiment évoqué tout ce qu'on allait tester, hein, les scénarios majeurs et alors la plan d'implémentation, j'y reviendrai après. Donc là, on a notre spec. Donc et puis là, avec ça, il y a eu de la review avec un pair côté équipe, mais il y a eu aussi la validation avec le client pour dire, OK, on est d'accord que ça, c'est ce qu'on fait. Hein, et j'y reviendrai un petit peu après. Ça, moi, maintenant, ce doc-là, c'est le point aussi d'engagement contractuel avec le client. Avec un truc qui est tellement détaillé que je ne veux pas spoiler la suite. Donc le story dev, lui, son point, c'est il reprend ce qu'a fait l'agent d'avant. Il ne va pas aller charger tout le contenu métier, tout ça. Il reprend ça et son objectif à lui va être de dire pour réaliser cette fonctionnalité-là, je vais te faire le plan d'implémentation de ça. Donc là, étape par étape, il va aller générer et découper quelles sont les actions techniques nécessaires pour mettre en œuvre tout ça. Donc là, il y a les tâches la plus atomiques possible en tant que telles, qui ont du sens et avec des points de contrôle. Et là, encore une fois, ce doc-là, il est généré encore plus avec l'interaction avec le dev, parce que c'est là où on le voit qu'il veut partir là où on ne veut pas qu'il aille, et la valeur, c'est on doit être capable de pouvoir être sûr qu'on l'amène là où on veut qu'il aille. Parce que même si on lui donne tout ce qu'il faut, il y a des fois, il ne veut pas. Donc c'est pour ça que se dire je lance comme on le voit, c'est bon, j'ai dit ce que je voulais faire et toute la nuit mes agents tournent et le lendemain matin j'ai un truc qui est en ligne et qui fait déjà 100 000 euros d'ARR, non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et donc le but de ce découpage-là, c'est de pouvoir réduire les surprises qu'on peut avoir derrière. Donc rapidement, pour vous montrer ce doc-là. Ce doc de StoryDev, en fait, donc là, il référence le doc qui lui a permis de pouvoir faire ça. Et dedans, on a les différentes tâches où dedans, là, on est rentré assez loin. Le plan d'implémentation va te dire exactement quel fichier va être utilisé. Il a déjà vu un petit peu potentiellement où étaient les différents composants. Et là, ici, on n'a pas mis le code, mais on a quand même déroulé un petit peu tout ce que doit faire le code. Enfin, tout ce qui doit être fait pour réaliser la fonctionnalité. Hein, et on voit d'ailleurs qu'ici, il y a toutes les cases qui sont cochées, parce que l'étape d'après va être un agent qui va juste suivre et cocher les cases au fur et à mesure pour réaliser ce truc-là. Hein, donc là, on a les extractions, on a toute cette partie-là, on a des composants, et sur des trucs, à un moment, on a le début qui veut dire, voici mes modifs de la base de données qui va être faite, voici ce que je dois installer comme nouveaux composants, s'il y en a des nouveaux à l'intérieur de ça. Là, on a vraiment tout ce qui est nécessaire pour aller au bout. Donc, une fois qu'on a ce plan d'implémentation, quelque part, le plus dur a été fait. Hein. La génération de code en tant que telle, le contexte de l'agent qui crée le code, il est hyper light. Parce que on lui a quand même bien mâché le boulot, il a quelques règles, plus de formatage, de bonnes pratiques de code, mais il n'a aucune vision du contexte métier, il n'a aucune vision de l'architecture globale et tout ça, il n'y en a pas besoin, parce qu'on les a eus avant pour descendre et avoir des trucs le plus atomique possible, pour éviter de tout avoir à lui donner par rapport à ça. Et donc là, lui, il est bête et méchant, il prend tâche par tâche, il fait le modèle, le code, le test, les ajustements, et puis en interactif en fait. Hein. C'est-à-dire que là, par défaut, il va faire la première tâche, il va dire à la fin, ça y est, j'ai terminé, voici comment tu peux tester ce que je viens de faire. Hein. Et puis il va dire, tu valides ou pas? Si tu dis oui, il passe à la tâche d'après. Il commit, il passe à la tâche d'après. Donc là, on construit au fur et à mesure l'applicatif.
Il y a des fois, on lui a fait un truc spécial en disant vas-y, développe jusqu'à cette tâche-là, parce que lui demander des interactions à chaque fois, notamment quand on construit au début tous les composants, on ne peut pas les tester. Donc on lui dit tu fais la tâche de 1 à 8, et puis quand tu as 8, tu t'arrêtes. Je vais regarder un peu ce que ça donne, et en code et en fonctionnel, et puis si c'est bon, on continue derrière. On retrouve le fameux human in the loop, parce que il est toujours là. Par défaut, il est là. On est capable de le court-circuiter, mais s'il est court-circuité, c'est que c'est le dev qui a décidé d'aller plus vite et de ne pas demander d'interagir à ce moment-là. Et donc le contexte est minimal parce que on lui donne que ce qu'il a besoin pour ça. Si c'est une tâche qui fait que du front, il n'aura à aller charger que les conventions de codage front. On ne lui a pas chargé ce qui est en back, on ne lui a pas chargé ce qu'il n'a pas besoin d'avoir. Et la chose la plus importante, c'est que pendant toute cette discussion-là, ces échanges-là, on les fait dans un cadre d'orchestrateur, et tous les échanges, tout est capturé. C'est-à-dire que, parce que là, on est dans un truc qui peut prendre du temps, parce qu'on peut avoir développé, et puis on peut avoir envoyé en recette après, avoir des retours à traiter. Donc on est quelque chose qui se fait en asynchrone, qui peut prendre du temps, et qui a des retours qui sont faits, et surtout, systématiquement, il y a toujours un delta entre ce qu'on avait prévu, ça c'est la vie, et ce qui va vraiment être fait in fine derrière. Et donc là, vu qu'on fait tout dans la même, qu'on capture toutes ces interactions-là, et là je fais volontairement tout à la fin, quand on est tout à la fin de ce doc-là, qui s'est rempli, ce doc-là, il n'est jamais chargé en tant que tel, il sert juste de fil conducteur pour être édité. Donc là, on a les notes, les devs, c'est lui qui le remplit, c'est l'agent en fait qui remplit ça au fur et à mesure, qui fait ça, et surtout que, il y a un moment, boum, on a eu un bug. Tu vois, donc il a capturé qu'il y a eu un problème. Donc on l'a capturé là-dedans. Et comment il l'a résolu ? Et potentiellement, il a aussi fait les debug logs. Comment il a fait ça ? On fait la liste de tous les fichiers qui ont été affectés par cette modif-là, les fichiers qui ont été créés, les fichiers qui ont été modifiés, et on lui demande de générer, de me dire, par rapport à ce qui était demandé et ce qui a été fait, quel va être l'écart ? Qu'est-ce qu'il y a eu qui n'était pas prévu dès le départ par rapport à ça ? Et on va y revenir. Après, ça va être hyper important pour être capable de comprendre, faire remonter le delta qu'on a eu par rapport à ça. Et naturellement, il y a des moments où on prend des décisions qui peuvent avoir un impact, et donc on capture tous les choix qu'on a fait, soit parce qu'il nous a posé la question, soit parce on a fait la question, et c'est des choix qui ne sont pas que juste de la typo, qui sont des choix d'architecture, qui sont des choix que font chaque dev quand il développe par rapport à la façon dans laquelle ils sont envoyés. Et là, on voit dans le temps tout ce qui a été fait et les différentes étapes qui ont été faites derrière. Va falloir que j'accélère un peu, je suis désolé. Storydon, là on est à la fin. On a le client à recéter, on a tout validé, on a potentiellement repris la stage de dev pour faire les modifs, peut-être même des fois des modifs fonctionnels, parce qu'on ne va pas en recommencer une par rapport à ça, mais on a fini, et donc ça y est, c'est finalisé. Et maintenant, on a une tâche spécifique, qui est limite la plus importante, qui va être lancée, et son rôle à elle va être de dire, maintenant, avec tout ce qui a été fait, avec le code qui a été modifié, avec la spec initiale, plus les écarts, qu'est-ce que je vais mettre à jour dans mon référentiel de documentation ? Et donc là, pareil, je vais vous montrer quand même, il va poser des questions, et l'objectif, c'est de se dire que la doc, c'est pas pour plus tard. C'est quand on a terminé, ce point-là qui prend du temps, en plus, limite, il peut prendre plus de temps que la génération de code, parce qu'il pose des questions, parce qu'il faut qu'on formalise et tout ça derrière, mais il est limite, voire même aussi important que le code qui est généré. Juste, je vous montre rapidement le doc. Donc là, le doc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a proposé, voici un peu ce que je te propose de mettre à jour dans la documentation, avec différents niveaux de priorité. Et avec différents niveaux. Donc sa prod, c'est un impact sur la doc produit. Naturellement, on a ajouté une fonctionnalité, donc il faut aller mettre à jour le référentiel par rapport à ça.
On a ajouté un nouveau menu contextuel où on l'a modifié. On a aussi des interactions d'implémentation. Là, on a fait un truc spécifique pour là-dessus. Ça vaut le coup d'aller le mettre à jour dans la doc parce que la prochaine fois où on sera confronté à ce problème-là, au moins, on ne repassera pas par les mêmes interactions pour lui trouver la bonne décision. Il sera peut-être, c'est pas systématique, mais il aura beaucoup plus de chances d'aller capturer cette bonne info-là pour tout de suite répondre correctement sur le code qui a été généré après derrière. Et donc là, c'est pareil, il pose plein de questions. Il y a des choses qu'on lui... Là, pour chaque truc, ça c'est le résultat des interactions qu'on a eues avec lui pour la doc, et c'est ce qu'il est allé mettre dans la doc. Et approuver, ça veut dire OK, il nous dit voilà, je vais aller mettre ça dans ce fichier-là. Et il y en a certains moments, on lui a dit non, c'est pas la peine, parce qu'il va quand même super loin. Donc c'est au dev de choisir qu'est-ce que je reporte ou qu'est-ce que je mets dans la doc. Ça reste du choix, encore une fois, de la personne. Ouais, il reste. Je suis désolé. Workflow alternatif, je vais très vite. On a mis en place des petits trucs rapidos qui correspondent à des moments précis, parce que ça, vous le voyez, c'est une feature, c'est un gros truc à développer, parce qu'il y a besoin de cette réflexion-là. Il y a des fois, on n'a pas besoin, donc on en a une qu'on a appelée Explore. On est limite en mode R&D, vibe coding là-dessus, où on bypass tous les sujets. C'est à toi d'aller charger ce qu'il faut, c'est manuel. Par contre, on est capable d'aller hyper vite, hyper rapidement, et souvent, le code qui a été généré, il n'est jamais mergé directement, mais il sert d'entrée pour générer la feature ou le story draft qui va aller derrière. Parce que là-dessus, on a fait avant tout du prototypage, en fait, côté graphique. Le story light, on l'a fait, c'est un mode un peu light de ça, où on bypass aussi le PO et tout ça. Quand tu dois aller changer un label ou juste aller changer des règles de validation, tu n'as pas envie de remettre en place toute la machine. Par contre, tu as envie quand même de capturer, d'avoir le même état d'esprit, de tout capturer et de pouvoir mettre à jour la doc après derrière. Ouais, je passe vite dessus. On sort un peu du technique. Là, en fait, ça c'est une profonde conviction. Le coût d'une ligne de code est en train de tendre vers zéro. Ce qui est le coût de génération. Et encore une fois, on a déporté, nous là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'avant, on passait 20% en conception, 80% en dev. Là, on a très largement inversé ce ratio-là, et on va aller encore plus loin. C'est perturbant. Et puis surtout que c'est du jour au lendemain pratiquement, donc c'est pas anodin, mais oui, au final, on se rend compte que la qualité qu'on livre, parce qu'il y a la doc, elle est quand même d'un niveau qui va quand même beaucoup au-dessus. Donc oui, on réfléchit beaucoup plus loin avant de coder, qu'il y a un vrai changement de paradigme. Souvent, c'était pendant qu'on était dans le code qu'on pensait qu'il nous obligeait de faire un aller-retour avec le PO et autres on a vu ce cas-là. Là, c'est pas anodin, on déporte tout ça bien en amont et lors des phases de conception. Donc ça demande un engagement des devs qui est vachement poussé par rapport à ça. L'orga vole en éclat aussi avec ça. C'est que nous, avant, on avait un équivalent mi-temps côté client. Moi, ça m'a alimenté une équipe de dev de 3 personnes. Maintenant, le même dispo client, ça me staffe 1 ou 2 journées par semaine, un dev. Parce que la majorité de son temps, il ne va pas être sur la gestion du code, il va être à interagir avec lui sur du métier. Et ça, c'est un gros changement dans ce qu'on fait. Pourquoi ? Parce que nous, on s'est battu des années pour éviter un projet, un dev. Pour la charge mentale que ça représente, le risque que ça représente sur tout l'orga projet, et on a mis beaucoup de choses en place pour éviter ça. Et là, on remet les 2 pieds dedans en disant de toute façon, on ne peut juste pas faire autrement. On ne peut pas avoir plusieurs devs sur un projet. Il n'y a pas assez de bande passante. Et cette bande passante-là, côté client, ce n'est pas en ajoutant 3 PO que ça va aller, parce que cette latence côté PO, elle est importante. Il y a des décisions, métiers et autres, que tu ne peux pas prendre en flux continu. Là-dessus, il y a des trucs qu'il faut qu'ils maturent et autres, et tu ne changeras pas, ça. Tu ne changeras pas. Oui, maintenant, la dispo client, nous, est un facteur limitant. Ça a impacté aussi un peu notre modèle éco, aussi derrière. Pendant des années, moi, j'avais mon bâton de pèlerin en disant on arrête les projets au forfait. C'est mal, le forfait. Quand on est sur des projets de nos tailles à nous, des projets à 100K, s'engager au forfait, je pourrais faire une conférence dessus, mais en tout cas, non, nous, on s'est battus, on y est arrivé. Et au final, là, et moi, jusqu'à peu, à la fin du mois, je facturais le temps que mes équipes avaient passé sur le projet, au réel.
Et en fait, dans ce qu'on fait là maintenant, on n'est plus du tout dans ce mode-là, en fait. Ce que je dis, c'est que j'ai l'impression d'être revenu un peu en arrière il y a 20 ans. J'étais dans une boîte qui faisait du design et je les entendais régulièrement dire non, tu vois, le logo, ce que je t'ai fait et tout ça, tu payes pas le temps que j'ai passé pour le faire. Tu payes surtout l'expérience et l'expertise que j'ai eue pour le faire. C'est les 2 heures plus 40 ans d'expérience derrière. Et on est en train de vivre, je pense, un vrai changement de paradigme dans nos métiers à nous, où on va arrêter de valoriser la production de code par rapport juste au salaire de la personne qui est en face. Non, on va remettre de la valeur dans ce qui est fait, on va remettre de la valeur dans son expérience, dans son expertise, et pas simplement dans le temps qu'il passe à produire les choses. C'est ma conviction, on va voir. Moi, j'ai jamais été à l'aise à vendre du jour homme, et maintenant, on n'en vend plus. C'est-à-dire que nous, on est parti où maintenant on fait du forfait à la fonctionnalité, au niveau du story draft. J'ai aucun problème à m'engager au forfait avec une spec détaillée comme ça. Et si ça bouge, j'ai pas de souci. Le client, c'est OK, parce que le cadre, il est là, en fait. Et en plus, on a changé. Nous, à chaque fois qu'on commence une itération, voici ce qu'on embarque par rapport à tout ce périmètre-là. On facture au lancement, et maintenant, on facture à la recette client. Et ça nous a remis vachement d'engagement aussi vis-à-vis des clients, où avant, j'ai eu souvent on vous fait un chèque en blanc. Parce que c'est vrai que nous, l'engagement de notre côté, on facture le temps qu'on passe. C'était important de remettre de l'engagement, nous. Et en plus, comme on est payé à la recette, je vous garantis que maintenant on met la pression pour la recette. Alors qu'avant, tant pis, ça ne change rien. Donc ça remet aussi un petit peu de dynamique et de valeur à l'intérieur. Et on se met à facturer de la valeur. C'est-à-dire que là, on a la possibilité de ne pas faire facturer la même chose parce que la valeur qui est produite par le client n'est pas la même, alors que j'ai passé le même temps. Une assoce qui me demande quelque chose ou quelqu'un qui a de l'argent, je peux lui facturer simplement, beaucoup plus simplement, ça. Et l'autre chose, c'est que on a aussi non, je sais pas là, pardon. C'est aussi que les coûts des outils. Quand on était en régie et quand on était au jour homme et qu'on se met nous à avoir plusieurs milliers d'euros par mois d'outils, et qui du jour au lendemain peut faire un x2 sans le voir venir, on ne peut plus vendre de la journée en fait. Ça n'a plus de sens. Et là, le jour où mes outils coûtent 2 fois plus cher, mes fonctionnalités coûteront plus cher. Les défis du quotidien, les tâches de forme ont disparu, ça c'est un vrai challenge, c'est-à-dire que maintenant, 80% de la journée, c'est des tâches à haute charge intellectuelle en fait. Le truc où je pose mon cerveau à aller faire clic, le code ne l'a jamais été en tant que tel, mais en tout cas, on se rend compte que c'est quand même pas anodin, ça. Faire 7 heures par jour des tâches comme ça, on ne tient pas longtemps. Et ça peut amener d'autres questions sur qu'est-ce qu'on fait du temps qu'on ne fait pas sur ces sujets-là. Je ne vais pas ouvrir la porte parce que là aussi, ça peut prendre du temps. Mais en tout cas, c'est des trucs sur lesquels on réfléchit parce que ça arrive, en fait. Ça arrive. La charge de lecture, on a déjà évoqué. On lit beaucoup de choses. Il y a des moments, c'est lourd, clairement. Donc, on a un gros boulot pour essayer de simplifier et synthétiser tout ça. Et ça, pour moi, c'est le plus gros des problèmes, c'est le context switching. Parce que la plupart des interactions, elles se font en asynchrone. Parce que le temps que je lui pose une question, qu'est-ce que je fais ? Je vais faire autre chose. Donc, on se retrouve des fois à avoir puis 2-3 projets en parallèle avec les notifs qui pop quand c'est terminé. On parlait de la charge mentale avec beaucoup de tâches de fond, mais si on rajoute ce context switching-là, les journées, à la fin, ça fait mal. Le coût des outils, oui, et j'ai pas de souci en fait à payer plusieurs milliers d'euros par mois pour mon équipe là-dessus. L'équation elle est là, la valeur elle est là, donc c'est pas un problème. Par contre, il faut avoir quand même le modèle économique qui permet de le répercuter et que ça puisse passer. Et voilà, ce gros défi, c'est gérer ce nouveau mode qui a vraiment changé. Et ça, c'est un vrai challenge. On en parle beaucoup avec l'équipe, on essaye des choses. Il y a plein de choses qui vont arriver, mais en tout cas, on sait qu'on fait assez attention. On fait assez attention à ça. Et ensuite,
On a une volonté un peu de sortir du terminal, je l'évoquais tout à l'heure, c'est que là pour l'instant tout ce qu'on a mis en place c'est très orienté pour les devs et on saurait déjà le faire, hein, mais ensuite on n'a pas le temps et l'énergie, mais j'aimerais bien être capable d'aller développer le lovable de notre stack à nous, où le client ou le métier est capable d'aller en amont demander des expérimentations. Tiens, ce formulaire-là, tu peux essayer de me le faire en 2 étapes ? Ah, puis non, ce champ-là, mets-le avant. Et en fait, ce qui fait qu'on est capable, dans le cadre métier, technique, visuel, de laisser expérimenter ça. Clairement, ce truc-là, on ne va pas le récupérer dans le projet. Par contre, ça peut servir de spec pour faire la fonctionnalité derrière, de maturation et tout ça, qui est quand même vachement importante. Nous, il y a un truc qu'on aimerait faire aussi, qu'on saurait faire, pareil, on n'a pas le temps, c'est carrément intégrer les différents rôles des agents, l'agent PO. Quand on fait une visio avec un client, il est capable de dire j'ai une question, moi. J'ai une question. Là, on est capable de faire de la transcription en temps réel. Techniquement, on saurait comment le faire. Qu'il intègre, finalement, les discussions, les ateliers. Et toujours, ça par contre, c'est comment on peut raccourcir la boucle de feedback. Boucle de feedback, c'est une idée, un besoin, l'expérimentation de ce besoin-là. On voit que beaucoup de choses ont été faites et guident ça, mais c'est ce qui fait qu'au final, on est capable de se planter plus vite et que ça coûte moins cher, et donc d'expérimenter encore plus. Et la finalité de tout ça, c'est pas tant de se faire plaisir ou autre, c'est surtout que les utilisateurs, c'est un vrai gain pour eux. Parce qu'on peut avoir des fonctionnalités qui sont plus matures, plus de fonctionnalités, plus itérées et tout ça derrière, et la finalité de tout, et c'est quand même ça, c'est quand même les utilisateurs. Là, clairement, pour l'instant, on a beaucoup dispersé le contenu. Il y a plein de notions, il y a des plugins, il y a des skills. Enfin, là, on va commencer un petit peu à rationaliser tout ça et éviter la duplication de tous les côtés. Mais ça, on sait le faire, il n'y a pas d'enjeu pour l'instant là-dessus. Et puis, finalement, on se rend compte que même quand on a le référentiel, aller dire à un agent va répercuter ça sur tous les projets, ça prend pratiquement pas de temps non plus. Donc, on le fera quand on aura le temps, mais c'est pas les priorités. Et oui, nous, on s'est construit avec l'open source, on s'est construit avec ce qu'on a pris à côté. On va, je pense, ouvrir le framework tel qu'on l'a fait. Il n'est pas encore assez mûr, mais on va l'ouvrir parce que ce qu'on a appris des autres, c'est important que les autres apprennent aussi de ce qu'on a fait derrière. Quelques petits rapides conseils pour démarrer. Commencer simple, en fait, KISS encore plus sur l'IA, parce qu'on a envie de toucher tout, on a envie de toucher partout, et c'est le meilleur moyen pour se perdre, en fait. Donc, important, focussez-vous sur une fonctionnalité, sur un truc à craquer, sur un scope technique, mais évitez la dispersion et capitalisez là-dessus. Je le redis, c'est avant tout une histoire de personne, tout ça. Dans vos équipes, si vous voulez engager ça, trouvez les bons relais qui pourront être un petit peu les porte-parole de ça, parce que les changements, c'est la conduite du changement, et il est profond. Il est profond, nous, en tant que dev, mais il va l'être aussi dans toutes les organisations, avec là où va impacter l'IA, va faire ces mêmes changements là-dessus. Et ce conseil-là, il est aussi partout où il y a du changement. Là-dessus, ça, c'est la clé, en fait. Le context engineering, c'est ce qui fera la différence. C'est ce qui fera que quelque chose marchera, c'est ce qui fera qu'il ira là où vous voulez l'amener, c'est les efforts faits sur la façon de bien le gérer. On a eu la chance, nous, les projets, c'était du greenfield, on commence sur un projet à reprendre de l'existant, mais on sait qu'on n'ira jamais aussi loin que ça. Donc là, c'est vrai que on a eu la chance de partir sur du greenfield, sur des projets, sur des projets nouveaux. Si vous avez l'occasion, c'est le meilleur moyen pour changer des choses et avancer. Et réduire le scope, nous, typiquement, on commence tout juste à se dire on va intégrer là-dedans toute la stack PHP Symfony. Mais on est serein, et on l'aurait adressé dès le début, ça aurait été un mur, arriver à tout formaliser, tout mettre à l'intérieur. Heureusement qu'on ne l'a pas fait, ça nous aurait peut-être même à un moment découragé. Mais là, maintenant, on a le moule, on a le contexte, et on n'a aucune crainte à être capable d'aller le faire. On se rend compte maintenant que même l'expérimentation de nouvelles techno, il est vachement facilité aussi. Parce qu'on peut facilement y aller, on maîtrise le contexte là-dessus, quelque chose où avant on était un peu plus frileux à aller mettre en place des choses, d'explorer des nouveaux stacks à travers ça, et ça réduit grandement l'impact et ça augmente la qualité de ce qui est fait derrière.
Ça, le non-déterminisme, hein, on est dans un monde, encore plus avec l'IA générative, où on est incapable de garantir que ce qui marchait aujourd'hui va marcher demain, hein, ou ce qui marchait il y a une seconde va marcher la seconde qui suit derrière. Dans notre quotidien de dev, il faut l'accepter, et le human in the loop fait que si ça ne marche pas, on est capable d'interagir et de contrer ça. Nous, là, on le met dans des projets. Il faut être sûr que le client, que le fonctionnel soit capable d'accepter ce non-déterminisme de la fonctionnalité. Il y a certains trucs, ça ne peut pas passer. Hein. Donc ça, c'est, si vous commencez à le mettre dans les projets, assurez-vous que le client et autres acceptent que ça ne marchera pas tout le temps. Souvent, statique. Et c'est terminé. J'ai encore 10 slides derrière, mais je ne vais pas vous les montrer. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Je vais faire passer juste le micro, histoire que sur... On entend quelque chose là dans le Ouais. Tu as parlé de 3 projets, là, POC. Comment tu vois la chose avec des projets plus ambitieux ? Là, on commence à les lancer. Là, la vraie question, c'est est-ce qu'on part. Là, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on part sur du Supabase ou est-ce qu'on rebascule sur du Symfony. Et on s'en dire, ça se trouve, on va sur je pense, expérimenter le mix. Donc, on peut partir au début sur du Supabase et on va sur les trucs critiques, on va avoir la même base de données, on va essayer de basculer peut-être un moment, mais là, on a des gros projets où on a. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que la stack Supabase et autres a un changement de paradigme profond dans ce qu'on fait, où nous, par essence, PHP Symfony, le métier, il est dans le code. Supabase, le métier, il est un peu réparti, un peu dans la base de données, un peu dans les fonctions. C'est un autre paradigme d'architecture logicielle qui est profond. Il va bien pour des petits projets, mais je ne me vois pas faire une plateforme énorme en ayant dispersé la logique, en n'ayant pas la main qu'on a quand on fait, nous, une archi logicielle où on sait que notre métier, il est là, le cœur, il est là, et je le maîtrise complètement, et je peux multiplier les sources d'accès à ça, et je suis cohérent. Donc peut-être qu'à un moment, il y a un mix entre les deux ou pas à voir. Ok. T'as 15 personnes, là, tous embarqués ? Ouais. Sans problème. Non, sans problème. Mais petit, un peu. Enfin, on a un contexte qui est particulier. On a une équipe cohérente, on a une équipe qui partageait, on a une équipe qui avait envie, on a une équipe de concepteurs avant d'être des devs. L'objectif, c'est pas que vous repreniez ça en disant je reprends la même chose. Enfin, ça marchera sûrement pas et ça marchera pas pareil en fait. L'objectif de ça, c'est de vous montrer un petit peu, de l'explorer, de vous inspirer, comme nous, à un moment, on l'a eu, pour commencer à apprendre des choses et vous l'approprier dans votre contexte à vous. Et ça marche aussi parce qu'on n'était pas beaucoup, ça marchait parce qu'on a eu on a eu un alignement de planète, parce qu'aussi ça fait 2 ans et demi qu'on bosse dessus et qu'on assimile et que derrière, donc c'est un peu tout ça, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et encore une fois, la priorité, c'est l'humain, parce que j'aurais pu ça le matérialiser moi-même dans ma tête. Si l'équipe ne suit pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et du coup, les clients, tu les embarques sur des plus gros projets ? Parce que j'ai vu ton slide où tu arrives à avoir des specs validés avant de développer. Bravo, parce que moi, j'y arrive jamais. Et c'est vrai que plus on essaye d'être dans le détail, moins le client lit, en fait, vraiment. Et ça, pour moi, c'est un problème. À chaque fois qu'on apporte au client plus de détails, moins il lit les choses. Donc là, avec toutes les specs qui sont fournis, c'est... Après, je ne dis pas qu'il a tout lu, mais moi, c'est aussi mon cadre, pour monter. C'est-à-dire que faut voir que tout ce doc-là, on l'a construit avec lui. Il a été à l'initiative du besoin, on lui a posé plein de questions au milieu. Clairement, les critères d'acceptation et les différents tests qui sont derrière, il ne le regarde pas. Lui, ce qu'il va les regarder, c'est là où les how-to-tests qu'on met dessus, qui va être ce qu'on lui demande de tester lui derrière, mon engagement, il est là-dessus. Et sincèrement, pour l'avoir fait, ça faisait un moment qu'on le faisait, mais quand on exprime le besoin, aller demander à celui qui exprime le besoin comment tu vas tester ce que tu me demandes de faire, souvent le prisme du besoin bouge beaucoup quand on fait ces exercices-là. Et ça se passe comment en fait, André ? Parce que l'IA, elle pose une quantité incroyable, astronomique même, de questions.
Donc, quand on est côté dev, on a Claude Code. Le client, en fait, on fait la séance ensemble pour qu'il puisse répondre aussi aux questions. Oui, c'est ce qu'on est en train un petit peu d'ajuster. Là, nous, on n'est pas loin, limite, de faire des séances complètes de spec de tout le workflow avec le client à côté. Parce qu'il y a des moments, ça vaut le coup, en fait, qu'il soit là. Plutôt que de mettre en pause et d'attendre son retour sur une question qui est potentiellement structurante pour la suite du déroulé derrière. Donc, et c'est pour ça que moi je disais, ça serait cool d'aller mettre l'assistant, les différents rôles dans une visio qui soit capable d'interagir, pour qu'ils soient capables eux-mêmes d'apporter leur connaissance, leur vision à un instant T lorsqu'on en parle en fait. Dans tout ce que tu as montré, en plus, tu as choisi un exemple, petite liste, ça semble limite overkill. Comme ça, oui. Oui, mais ça l'est clairement. Mais je connais pas exactement ce que vous faites, mais quand un client a un besoin d'un produit, fonctionnalité, souvent c'est assez. Il parle d'un problème, on parle de la valeur. Il y a beaucoup de flou là-dedans. Et comment on fait le lien entre ce flou qui n'est pas encore forcément une application, qui n'est pas spécifié et qui limite il ne faudrait pas spécifier parce qu'on peut partir dans plein de choses avant d'avoir des résultats, des feedbacks qui nous permettraient de spécifier. Et est-ce qu'on a là quoi l'étape qui permet de partir du problème pour arriver à ça? C'est ce qu'on fait depuis 20 ans en fait, c'est discuter, c'est comprendre, c'est proposer, c'est challenger. Et ça c'est pas l'IA. Enfin, c'est pas l'IA. Enfin, au moment où on lance tout ce framework-là, c'est qu'on a déjà bien challengé le truc et que le besoin, on sait déjà un petit peu où est-ce qu'il est. Après, ce que j'évoquais, c'est de dire qu'à un moment, lors de ces phases vachement exploratoires, on est capable de les activer. Pourquoi pas qu'à un moment, le client lui-même est capable, avec d'autres rôles un peu plus haut niveau, de se faire challenger, comme nous on le challenge sur certains trucs, pourquoi pas aussi? Il peut y avoir vraiment cette valeur-là. On sera toujours dans la boucle. Ce que tu montrais à la fin, c'est-à-dire de bypasser beaucoup d'étapes pour faire la génération d'écran, de design, de navigation, des protos qui partiront à la poubelle. Ça, justement, c'est les phases que vous mettez largement en amont. Oui, c'est ce qu'on fait avant même c'est quand on a besoin, dans les phases de conception, ou quand on a besoin d'avancer, avant même qu'on sache vraiment qu'est-ce qu'on va faire derrière. Et là aussi, on a essayé d'être aussi rapide que ce qu'on peut faire avec du lovable et tout ça, de capable de tout péter. Souvent d'ailleurs, on n'est même pas câblé sur des bases de données derrière, c'est du prototype purement mémoire. On teste des fonctionnels, on teste des parcours. Et même ça permet d'aller très très vite et de dérisquer, et surtout le client, de se projeter sur ce qu'on va faire derrière. Et si tu devais te hasarder à quelques ratios entre, je sais pas, le fonctionnement d'il y a 3 ans, avant que ça arrive, et aujourd'hui, termes on est sur 2x, 3x, 10x, et sur quoi? Alors, si on reprend le côté du code, la production de code pur, on est sur du 10, voire plus, clairement. Par contre, on a déporté énormément de choses qui étaient faites dans cette phase de code-là, sur l'amont, en fait, derrière. Donc là, on est capable... Le temps de dev, quelle que soit la feature, ça dépasse jamais la journée. Ça, c'est sûr. Les phases de conception, on est capable d'y passer 4-5 jours. Et sur l'ensemble. Et sur l'ensemble. Et on va pas... À produit égal, je sais pas, peut-être aller entre x3 et x5. Ça dépend des choses. Ça dépend des choses. Ça dépend de la complexité métier de la conception, parce que celle-ci, elle est incompressible, en fait. La génération de code et tout, c'est ce qui va être compressé, c'est ce qui va être efficace, mais et on remet beaucoup de temps. Et même la dernière partie de doc, elle nous prend des fois plus de temps que la phase de dev. Et c'est frustrant, parce que quand tu as terminé, t'as ton truc, il est go, et il est fait. Enfin, je sais que l'équipe, on en discute, t'as envie de tourner la page, en fait, mais tu dois finir, tu dois mettre à jour la doc. Et de toute façon, si on le fait pas, il y a tout qui s'écroule. Donc on n'a juste pas le choix, en fait. On n'a juste pas le choix. Oui, va falloir qu'on... Oui,
J'avais juste une petite question par rapport aux docs, etc., qui sont dans le code. Pourquoi pas utiliser les outils type GitLab, GitHub, avec les tickets, les wikis, pour mettre ce genre de choses, pour des trucs qui sont récurrents? Alors, on les utilise, mais la source de vérité, elle est dans le code. Alors que nous, on l'utilise pour organiser et suivre les avancements. Mais le contenu qu'il y a dedans, souvent, on va plutôt aller remettre là où tout test, parce que c'est le client qui va le voir. Il sait que cette fonctionnalité-là qui est passée en recette, il n'y a plus qu'à aller le suivre et cliquer OK, qui reprend ce qui avait été mis dans la spec. Mais c'est plus un véhicule de suivi et autres qu'une source de vérité. La façon dont vous travaillez du coup avec l'IA maintenant, ça marche très bien. J'ai l'impression parce que du coup vos devs, ils ont la capacité du coup d'avoir ces multi-rôles. Comment vous voyez la chose du coup dans une organisation où c'est déjà vachement siloté par expertise? Ouais, je sais pas, parce qu'on n'a jamais été dans cette optique-là. Par contre, moi j'ai une question assez profonde des juniors en fait là-dedans. La montée en compétences par rapport à ça, qui était une vraie question, parce que pour l'instant, on n'a pas embarqué de junior encore sur cette stack-là. Je t'avoue qu'on recule un peu ça, parce que je ne saurais pas comment embarquer un junior là-dessus. Plus on avance, plus je suis en train de me dire qu'il n'y aurait pas grand-chose à modifier dans tous les gens qu'on a pour être capable d'avoir un workflow complet en mode écoute, tu as un junior en face, vas-y mollo, et explique-lui bien étape par étape. Et je pense que la finalité de tout ça, c'est que le code final sera exactement le même que ce qui a été fait par un dev avec plus d'expérimentation. Il ira beaucoup plus vite, il y aura peut-être des choix sur lesquels il sera passé à côté, et je suis quasi sûr qu'avec un petit bout d'instruction en plus, tu pourrais lui dire tiens, fais exprès de faire des erreurs pour voir s'il les voit. Tu vois. Donc je pense qu'on peut aussi utiliser ça comme véhicule pour faire monter en compétences et faire monter des juniors. J'aimerais bien avoir le temps pour me pencher dessus. On a d'autres sujets encore pour monter, mais c'est quelque chose qui à un moment me faisait peur et qui, au final, oui, c'est capable de s'adapter en fait par rapport à ça. Donc peut-être que ça y répondra, je ne sais pas. Mais pour ta première question sur des trucs disparates, je pense que c'est avant tout l'humain, encore une fois. Et c'est pour ça que nous, ça a si bien marché, je m'entends, mais parce qu'on avait les bonnes personnes qui étaient câblées là-dessus et que c'était déjà... Tout ce qu'on monte là, c'était déjà notre ADN. Enfin, on n'a pas changé le fond de ce qu'on faisait. Ce n'est qu'un outil. C'est important. On a juste changé les outils. Bon, il faut vraiment que... Merci beaucoup, en tout cas.